personne n'a envie d'être discipliné. Personne n'a envie d'être patient. C'est trop cool de pas faire ce que tu as envie de faire. T'es dans un bassin de requins et il faut pas saigner, quoi, tu vois. C'est gay ce que tu viens de faire. Là. Ouais, c'est très gay. C'est gay. Et la question que je pose toujours, moi, aux gens avec qui je travaille, c'est est-ce que ton objectif est réel et réalisable? Est-ce que tu as voulu me tester quand je suis arrivé? Ouais, c'est comme avec une meuf. Le premier contact que tu as avec elle, c'est son physique. Si elle te plaît pas, tu vas pas aller lui parler. Il vivait uniquement du trading. Il a fait 3 mois où ça a pas marché. Il a dit, je sais pas, faut que je paye des factures. Gros. Je me pose dans la voiture et là, en fait, je sais pas, j'avais l'impression d'avoir atteint une paix qui m'a jamais lâché de. Donc ce que j'en pense, c'est que c'est de la merde en fait. Et nous sommes partis. Hein. Let's fucking go. Let's fucking go. Bonjour. Ça, il est en articulation masque. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Matt, a.k.a. The French Trader. Bonjour Matt, comment vas-tu? Salut, merci. Merci pour cette invitation sur la chaîne du Bronx. Ouais, du Bronx, c'est bien moi. Ça fait plaisir de t'avoir. Ça fait plaisir. On s'est rencontrés il y a à peu près un mois, dans ces eaux-là, 3 semaines, un mois. Il fallait qu'on fasse ce podcast, il fallait qu'on dénonce tous les scams d'Internet. Arrête un peu. Surtout qu'il faut quand même créer une suite logique parce qu'on en a tourné un la semaine dernière. Si on commence par celui de la semaine dernière, ça va être extrêmement compliqué pour les gens. Tu penses qu'il sera sorti avant ce podcast? Je pense qu'il sera sorti avant ce podcast. Okay. Je pense que ma chaîne YouTube sera fermée aussi avant la sortie de ce podcast, du coup. Fort probable. Voilà. Fort probable. Juste pour recontextualiser, oui, en fait, on a tourné un podcast la semaine dernière, hors série, donc complètement. Il est raté d'air. Hein? Il est rated R. Rated R. C'est pas ce que ça veut dire. Non, j'ai juste acquiescé. C'est très dossier, très sensible. Très sensible. Donc, du coup, il sera sorti. Donc, je vous invite pour le watch time, évidemment, à regarder ce podcast jusqu'au bout, vous abonner et ensuite, vous irez voir le podcast qui sera sorti sur ta chaîne. On peut même, tu sais quoi, on pourra même mettre des petits extraits en fin de ce podcast. Ouais, tu vois, histoire de faire un peu de teaser, tu vois. D'habitude, c'est les intros et là, c'est outro. Non, mais comme ça les force à rester jusqu'à la fin. Ouais, exactement. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai remarqué quelque chose sur ta chaîne. Ah. Parce que j'ai un petit peu bossé pour ce podcast quand même. Ok. J'ai remarqué que tu étais souvent le gars qui posait les questions. Et donc, plutôt que de partir sur une conversation, évidemment, ça peut dériver sur si tu as des questions à me poser, il n'y a pas de souci. Mais je voulais te poser des questions durant ce podcast pour qu'on puisse en apprendre plus sur The French Trader. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu en es arrivé à là? Et comme ça, moi, je suis une éponge. Je prends la data. Et ce podcast me sera beaucoup plus utile que pour nos téléspectateurs. Ok, Bob. Écoute, merci. Merci, c'est sympa de s'intéresser aux autres déjà, parce que c'est vrai que moi, je passe souvent du temps à faire découvrir les autres, parce que ça m'intéresse aussi d'être dans le partage et puis de connaître les histoires de chacun. Moi, ma chaîne, elle est basée vraiment sur le trading, mais aussi d'autres topics comme l'entrepreneuriat, un peu comme la tienne, hein, je pense aussi, tu fais ça aussi. L'entrepreneuriat, le e-commerce, la crypto, machin, etc. Les intervenants qui font un peu le YouTube game de maintenant et qui ont des résultats prouvés. Parce que ça, c'est très important pour moi de faire venir des gens sur ma chaîne qui ont des résultats qui sont prouvés. Ok, voilà. Exceptionnel. Première question. Ouais. C'est une question que je me suis vraiment posée. Pourquoi The French Trader et pourquoi avec un Z? C'est une très bonne question. Écoute, The French Trader, très simplement... parce que moi j'habite donc à Dubaï depuis maintenant quelques années et donc moi c'est vrai que je parle que anglais au quotidien et les gens qui savaient que je tradais, qui connaissaient un peu mes résultats mais sans me connaître réellement, ils disaient voilà, I know the French trader, blablabla. Et donc, j'ai gardé ça, mais j'ai mis un Z parce que le Z, c'est vraiment, tu sais, la marque du français qui parle pas anglais, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, okay. C'est pas le THE, mais c'est le ZE parce que c'est vraiment, tu sais, le petit twist du français qui parle pas anglais. Tu vois ce que je veux dire? Je vois exactement. Donc, moi, à la base, je pensais que c'était parce que le The French Trader THE était déjà pris. Tu sais, il y a un mec sur Instagram. Non, je l'aurais racheté, ça. Pas mal. Non, mais vraiment, pour le coup, c'était... Non, vraiment, pour le coup, c'était le petit truc du Z parce que les Français, parce qu'en fait, si tu veux, moi, tous les Français avec lesquels je travaille ici ou même que je fréquente, on va pas se mentir, quand ils arrivent à Dubaï, ils essaient d'avoir un anglais parfait, tu vois.
Ils essaient de parler super bien avec un accent un peu UK ou un accent américain, etc. Et en fait, ils se rendent vite compte qu'ici, c'est pas du tout la mode. Ici, ça parle anglais très brut, très sale, très, tu vois, il n'y a pas d'accent. Le but, c'est de te faire comprendre et c'est le principal. Et donc, on se retrouve tous, même moi le premier, tu vois, et j'ai mis longtemps à faire ça, je te cache pas. J'ai mis peut-être 9 ans à lâcher complet sur l'accent, tu vois. Parce qu'avant, j'étais bien dans les, tu vois, on avait l'impression de regarder un truc Netflix, tu vois. Et en fait, j'ai mis 8 ans à lâcher ça. Et maintenant, quand je parle anglais, c'est Can you give me the butter, please? Tu vois, je fais plus aucun effort. Toi, t'as mis 9 ans. Moi, je me suis accoutumé vite quand même. Ouais, bah, je sais bien. Parce que j'ai essayé au bout d'un mois. C'est comme une stratégie que tu backtestes, tu vois. Ça fonctionne pas, faut changer. Non, mais surtout qu'ici, en fait, tu es dans un endroit vraiment international où les mecs ils viennent tous d'ailleurs, personne n'est anglais de vraiment voilà, tu sais, parce qu'ici ça parle arabe, etc. Donc tout le monde ramène son anglais à lui, donc l'anglais d'un français, l'anglais d'un indien, l'anglais d'un russe, tu vois. Donc c'est vraiment le but là, le game, c'est juste de se faire comprendre en fait, tu vois. Donc c'est d'ailleurs le seul pays au monde où c'est comme ça, j'ai l'impression. Il y a pas une culture de la langue, il y a une culture de juste comprends-moi. Faut se faire comprendre, c'est tout. Mais après c'est un hub ici, hein, tu vois, et tout le monde passe par ici, que ce soit pour aller dans d'autres pays ou quoi que ce soit. Donc ça brasse beaucoup de tourisme et du coup les gens se cassent plus la tête à mettre des anglais. Le style on l'a oublié, tu vois. Le style on l'a oublié ton complet. Nous tout ce qu'on veut c'est que ça soit compris rapide et que on ait ce qu'on veut. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. On reviendra sur Dubaï un petit peu plus tard sur le podcast. J'avais une première question, c'était la première que je voulais te poser dans ce podcast. Il y a quelques temps, on a échangé, toi et moi, dans un bar. Ouais. Et tu m'avais dit que ça a fait combien de temps à peu près que tu as ta stratégie aujourd'hui? Moi, ça fait 5 ans, j'ai la même depuis le début. 5 ans, ouais, c'est la même, t'as pas changé. Non, j'ai la même Et depuis le on début. a eu un débat en toute amitié où moi je t'expliquais que je trouvais ça intéressant de toujours avoir ce désir de creuser, de chercher de nouvelles choses sur le marché. Ouais. Et pour toi, ça n'a jamais été un secret, t'as pas besoin d'argent. On pourra revenir sur ton parcours, même si on n'en gagne jamais assez, mais c'est pas l'argent qui te drive vers le trading et c'est pas non plus le fait de creuser de nouvelles choses parce que ça fait 5 ans que tu as un système que tu changes pas. Et je t'ai posé cette question à laquelle tu n'as pas su me répondre. Je ne sais pas si tu as pu méditer entre-temps. Qui était qu'est-ce qui te pousse à continuer à trader aujourd'hui? Qu'est-ce qui te donne envie de continuer à trader malgré le fait que tu n'as ni la volonté d'apprendre de nouvelles choses, ni la volonté de faire plus d'argent finalement? Je pense qu'il y a un rapport à la performance. Il y a aussi un peu se prouver que je suis toujours capable de faire de l'oseille avec ça aussi. Mais c'est vrai, pour en revenir à mon système, moi, ça fait 5 ans que je trade la même chose. C'est vrai que j'ai découvert mon modèle. Et tu vois, ça a été quick, tu vois, parce que je pense que c'est ça la réussite en trading, c'est quand tu découvres ton modèle, quand tu trouves ton edge sur le marché. Et moi, je l'ai trouvé. Et si tu veux, j'ai quand même galéré un peu à le trouver. Et quand je l'ai trouvé, je me suis dit, c'est tellement... même si j'ai amélioré le modèle avec le temps, tu vois, quand même, sur des entrées, etc., une meilleure compréhension de marché et tout. Mais c'est vrai que quand je l'ai trouvé, j'ai tellement eu l'impression de trouver le cheat code du truc, tu vois, que je me suis dit, franchement, laisser passer ça serait une dinguerie. Aller voir autre chose, ça serait une dinguerie. Et que là, j'avais le sentiment d'être assis sur une petite mine d'or, en fait, que je pourrais faire fructifier. Alors, peut-être beaucoup, peut-être pas beaucoup, mais en tout cas, quelque chose qui m'apporterait continuellement, avec consistance. Tu vois? Donc, c'est vrai que c'est un modèle que j'ai jamais lâché. Moi, je le dis souvent, tu regardes mon track record, il est public dans ma communauté. Tu vois mes trades, je prends tu sais, il y a les TradingView et tout, que je poste et tout. Ouais. C'est tous les mêmes. Tous les mêmes. Tous mes trades, c'est les mêmes photos, à tel point que je pourrais arrêter parce que les gens ils savent que quand je trade, c'est ce modèle-là. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas de surprise. Quand on voit un screen, il n'y a pas de surprise. Il y a zéro surprise. Ouais. Puis c'est ça qui est bien aussi avec les gens avec lesquels je travaille. C'est que comme il n'y a pas de surprise, eux, ils l'anticipent, ils le voient et ils se disent tiens, il ne s'est pas déclaré, mais à mon avis, il a dû le prendre. Et après, en effet, je l'ai pris ou pas pris des fois. Exactement. Mais bon, peu importe. Et donc, pour revenir à ta question, pourquoi je continue de trader? C'est ce rapport à la performance parce que j'aime ça déjà. J'aime ça c'est important. Aujourd'hui, moi, je ne fais pas des choses que j'aime pas. C'est trop contre nature pour moi. Je suis arrivé à un stade où je peux vraiment faire ce que j'aime. Donc déjà, j'aime ça. Il y a une notion de passion. Et je trouve ça cool. Je trouve que c'est le sujet du moment. Je trouve que c'est l'avenir. Je trouve que ça colle bien avec mes valeurs. Je trouve que ça me force à... c'est aussi une recherche de soi, tu vois. Et en fait, si tu veux, quand tu t'es trouvé en trading,
discipline, patience, endurance, résilience. Quand tu t'es trouvé en trading, eh ben, finalement, tu trouves tes vraies valeurs et tu trouves les bonnes valeurs. Et en fait, tu trouves la meilleure version de toi-même. Tu vois. Et en fait, je pense que implicitement, continuer de trader pour moi, c'est garder ce level de standard de l'homme que j'ai envie d'être. Parce que si demain j'arrêtais de me confronter à un truc qui me confronte, parce qu'en vrai de vrai, tu vois, c'est toujours ce qu'on dit, personne n'a envie d'être discipliné, tu vois. Genre, personne n'a envie d'être patient. Tu n'as pas envie de ça, tu vois. C'est pas un truc où tu te dis, ouais, putain, trop de la balle aujourd'hui, je vais être patient. Ouais, c'est trop cool d'être patient, tu vois. Tu t'en fous. C'est trop cool de ne pas faire ce que tu as envie de faire. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a personne qui a envie de ça en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais la vérité, c'est ça, tu vois. Mais pourtant, tu sais que c'est l'homme que tu dois devenir. Parce que après, quand tu grandis avec l'âge, alors je sais que toi, tu es encore en pleine ascension et tout, tu es un kids encore. Ah mais ouais. par rapport à moi j'ai 34 ans pour ceux qui ne le savent pas. Toi, tu en as 10 de moins, je crois. C'est une bonne question. Quel âge ai-je? Oui, tu es un 2001. Je le dis, c'est un 2001. Cet homme-là est un 2001. Voilà. Ah, tu voulais peut-être pas révéler l'info? Non, je veux pas révéler l'info. Il y a des choses secrètes. Non, Ok. je rigole. Ok. Moi- non, ça m'est égal. Et justement, je voulais revenir sur cette question de valeur. Quelles sont pour toi les valeurs prioritaires que reflète ta vie? Et quel lien as-tu trouvé avec le trading? Alors c'est marrant parce que la valeur prioritaire que j'ai vraiment, je pense que tu la connais, mais elle n'a rien à voir avec le trading. Ou peut-être avec le trading envers moi-même. Voilà, vois c'est ça. J'allais Ouais. dire si. Parce que tu parles de la loyauté, j'imagine. Ouais, exactement. Donc Et la je valeur. pense que si, respecter ton plan, c'est une forme de loyauté envers toi-même. Exactement. Ouais. Donc finalement, pas conne la question. Tu vois. Très bonne question. Donc en vrai, je bosse. ça bosse fort. Ça bosse fort chez Chrysalide, je vous le dis. Donc moi la valeur la plus importante pour moi c'est la loyauté dans la vie, dans la famille, dans les amis, dans le business. Et c'est vrai qu'en trading, la loyauté envers ton plan, bah tu vois finalement j'avais jamais trop réfléchi à ça, mais peut-être le fait que j'ai le même système depuis le début, que j'y suis fidèle, bah c'est la forme de loyauté que j'ai envers le trading. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc ouais. Et donc tu fais ressortir le meilleur de moi-même. Bon, ouais, c'est fou, là c'est fou. Tu mets en lumière le meilleur de moi-même. T'es dingue. Je t'ai dit, tu poses tout le temps les questions. Ah, c'est beau, c'est beau. Tu vois, ça fait parfois plaisir de recevoir des questions et d'étaler. Je vais chialer. Je vais chialer. D'ailleurs, à ce sujet, donc toi, tu me dis que ça fait à peu près 5 ans que tu fais du trading. Ouais. Donc voilà, que tu es plus ou moins dans cette industrie. J'ai vérifié tout à l'heure parce que je bosse beaucoup. Ouais. Ça fait 1 an que tu fais des vidéos sur YouTube. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris le trading que tu n'as jamais découvert auparavant dans l'entrepreneuriat? Qu'y a-t-il de différent dans le trading par rapport à l'entrepreneuriat? Parce qu'on peut souvent... Rien, c'est un monde de pute. Autre chose? Une autre question? Une autre question? On trouve souvent les points communs, tu vois, entre l'entrepreneuriat et le trading. Ouais, mais il y a peu qui mettent en lumière vraiment les points différenciants. Les points différenciants par rapport au business, je pense sincèrement, je pense que s'il y en a peu, c'est parce que, à moins que tu aies des idées déjà, mais il y a quand même énormément de similitudes. Et les points différenciants, je ne saurais pas trop dire parce qu'en fait, si tu veux, moi je gère mon trading, mes capitaux comme je gère mes business. Tu vois, par exemple, je ne mettrai pas en danger le salaire d'un de mes employés. Donc, je ne vais pas mettre en danger mon capital ou ma marge. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, les points différenciants par rapport au business, non, parce que tu peux être solopreneur aussi. J'allais te dire, peut-être que tu es tout seul, tu n'as pas forcément besoin d'avoir une équipe, etc. Mais tu peux être un solopreneur aussi en business. Donc, les points différenciants, pour moi, c'est le trading, le trading et le business, c'est le miroir de la vie. Comme le poker, j'ai toujours trouvé que c'était un jeu qui était le miroir de la vie. Tu agis en trading, en business, tu joues au poker comme tu es foncièrement dans ta vie de tous les jours. Est-ce que tu es agressif? Est-ce que tu es impatient? Est-ce que tu acceptes pas la défaite? Est-ce que tu risques tout pour gagner? Est-ce que tu vois? Donc les points différenciants, j'en ai pas forcément. Ok. Tu vois, c'est intéressant parce que c'est un sujet que j'ai beaucoup creusé tout seul chez moi, tu vois, marcher. Parfois, je me pose des questions existentielles qui vont absolument rien m'apporter. Je vais me lever plus con que la veille, mais c'est des questions que je me pose. Et pourtant, moi, je suis arrivé quand même à certaines conclusions. Je trouve que, par exemple, en entrepreneuriat, tu peux te fixer des objectifs en termes de deadline. Par exemple, pour 2025, on va faire
X euros de chiffre d'affaires. Tu peux établir des objectifs pour Q1, Q2, Q3. Alors qu'en trading, tu as déjà perdu la partie à partir du moment où tu te dis ce mois-ci, je veux faire tel montant d'euros. Tu vois. Ça, c'est un premier élément différenciant, je trouve. Alors, si je peux me permettre de rebondir là-dessus, c'est parce que tu te donnes un objectif financier. Mais tu peux avoir un objectif d'apprentissage, tu peux avoir un objectif d'expérience, tu peux avoir différents types d'objectifs. Donc, sur l'objectif financier, je suis d'accord. Sur l'objectif en lui-même en trading, pas trop. Oui, évidemment. Mais justement, là, on parle des points différenciants. C'est dans ce cadre-là que je te dis, sur le financier, il y a moins cet aspect où, allez, on va aller run cet objectif-là, tu vois, aller target ce truc-là. Mais en vrai de vrai, toi, tu l'as jamais fait ça? Genre, quand tu sais que tu as un modèle qui marche et que tu sais que tu peux aller chercher de l'oseille, tu ne mets pas. À chaque fois que je l'ai fait, j'ai échoué. Ouais. Tu vois, il y a le grand mythe du trader, c'est le Google Sheet. Tu sais, on l'a tous fait, ce Google Sheet. Ah ouais, si je fais 10, 15% par mois pendant X temps, mon capital, dans 2 ans, il va être de temps, je vais pouvoir la vie d'Aloca, tu vois. Ouais. Et en fait, ce Google Sheet, il est réel dans les chiffres, mais j'ai jamais connu quelqu'un pour qui ça, c'est vrai, en fait. Tu vois, parce que c'est très compliqué de s'imposer, de s'arrêter quand on a fait le target. Parce que parfois, c'est un manque à gagner aussi. Parfois, tu peux aller exploser tes résultats. Et à l'inverse, si tu te fais un objectif, mais que tu finis en dessous de celui-ci, tu peux aller chercher des trades que tu n'es pas censé chercher. Tu vois. Ouais, puis ça peut être très frustrant. Maintenant, c'est la question que je pose toujours, moi, aux gens avec qui je travaille. C'est est-ce que ton objectif est réel et réalisable? Tu vois? Parce que ça, c'est extrêmement important. Parce que les objectifs, tu peux en avoir plein. Cette année, je veux faire 1 million en trading. Pourquoi pas? Mais est-ce que c'est réel et réalisable? Tu vois, c'est comme un mec qui grow un compte Instagram. Il se dit, allez, je monte sur Instagram, je vais être un influenceur. S'il se dit, en 1 semaine, je vais avoir 1 million de followers. Ouais. C'est un objectif. Mais est-ce qu'il est réel et réalisable? Non. Et pourquoi c'est important d'avoir un objectif réel et réalisable? Parce que dans le cas contraire, si tu ne l'atteins pas, ça mène à la frustration. La frustration mène à l'échec, machin, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en réalité, c'est toujours pareil, c'est réel et réalisable. Donc à chaque fois, moi je le sais, je le fais dans mes business. C'est pour ça que je suis toujours très mesuré, très modéré. Par exemple, quand je lance un nouveau business, quand je fais un PNL, je le fais pessimiste, tu vois, parce que je veux me donner des objectifs qui sont réels et réalisables et pas me dire ouais, si je lance cette boîte, je vais faire 1 million dans ma poche à l'année. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout provient de la qualification que tu donnes à ton objectif. Mais ça, c'est pareil, il faut être honnête avec soi-même, il faut aussi se connaître, il faut être conscient de ce que tu sais faire, de ce que tu peux faire et surtout de ce que tu ne sais pas faire et de ce que tu ne peux pas faire. Et à partir de là, définir ton objectif, tu vois. Très juste. D'ailleurs, je t'ai jamais posé cette question. Tu lis un peu, toi, ou pas? Le télécassette, programme TV. Ouais. Tu te fous de ma gueule, là. La notice, des fois, et tout, pour monter des meubles et tout, je lis un peu. La lecture. La notice. Non, parce que, tu sais, il y a un bouquin, alors c'est un peu le bouquin bateau de Napoleon Hill, là, Réfléchissez, devenez riche. Ouais, c'est bien ça. C'est vraiment le bouquin bateau, mais il y a une phrase qui vraiment illustre parfaitement ce que tu viens de nous expliquer. C'est un des seuls que j'ai lu en plus. Donc, vous êtes tombé sur le bon mec parce que c'est un des seuls que j'ai lu. C'est tout ce que le mental de l'homme peut voir et parvenir à croire, il peut le réaliser. Ouais, c'est tellement vrai. Et ce que les gens n'ont pas compris dans cette phrase, c'est la deuxième partie qui est parvenir à croire. Parce que le mental de l'homme peut tout visualiser. Là, c'est facile de se visualiser comme ça, je vais faire 1 million d'ici demain. Mais j'ai remarqué, et moi je l'ai vécu dans mes objectifs en trading, en entrepreneuriat et même dans d'autres aspects de ma vie, à partir du moment où je suis dans le sweet spot, c'est-à-dire ça m'excite suffisamment pour avoir envie d'y aller, mais c'est suffisamment dans mon niveau de croyance pour avoir vraiment la foi en ma capacité d'y arriver, j'atteins systématiquement mes objectifs. Alors que quand c'est trop élevé et que je me dis que j'ai un peu de doute, le doute c'est le cancer de l'esprit et il n'y a rien qui se passe. Mais tu vois, c'est marrant parce que je pense qu'il y a un petit décalage de génération sans faire l'ancien, tu vois. Mais ça, c'est des trucs aujourd'hui que toi, tu as conscientisé, que moi, je sais que j'ai fait à l'époque sans le conscientiser. D'accord. Je sais que ça, ce qui m'a permis d'être là où j'en suis aujourd'hui, certains diront que c'est une réussite, d'autres diront que c'est normal, surtout ici. D'autres diront que c'est pas pour eux. Mais c'est intéressant de noter ce décalage, encore une fois, sans faire l'ancien, parce que moi, ça, c'est
un truc dont j'ai toujours été persuadé. Que si déjà je refusais le non, tu vois, je refusais le non. Si j'avais envie de faire, je refusais le non. Donc je redoublais d'efforts pour le oui. C'est-à-dire aux yeux des personnes extérieures en même... fait, si tu veux, moi, quand j'avais une vision, que j'avais envie de faire quelque chose, pour que je me sente bien, il fallait que je le fasse. Tu vois ? Et donc, cette envie, cette flamme, tu vois, de vouloir faire et d'être persuadé que c'est comme ça et que ça va arriver, en fait, c'est ce que tu conscientises toi aujourd'hui. Pour moi, rien n'est impossible. Si j'en avais envie, je vais le faire. Je m'en fous, je vais trouver. Il y a pas, tu vois, c'est un peu comme le mème de Shia LaBeouf là, qui dit « Do it, just do it ». Tu vois ? Dans ma tête, c'était ça, tu vois. Quoi qu'il arrive, fais-le. Et moi, il n'y avait pas, comme je dis souvent, la maison n'accepte pas l'échec. Tu vois ce que je veux dire ? En business, au début, c'était ça. Après, j'ai appris avec l'expérience et tout, tu vois, parce que c'est normal de se casser la gueule. Mais au début, j'avais vraiment ce truc de dire, écoute, moi, j'ai une idée, je vais la faire. Et je sais que j'ai toutes les ressources intérieures, humaines, et toutes les qualités humaines, soit pour apprendre à le faire, soit pour le faire tout de suite. Mais d'où tu le tiens, ce truc-là ? Parce que... Je sais pas, Vas-y, fais ta vanne. Non, parle, je te coupe. Vas-y, parle, je vais te couper. Alors, ce que je voulais dire... Non, pardon. Non, je rigole. Tu viens de Donc, parler... ça vient du fait que... Avec la fin de podcast, c'est bon, on rentre chez toi. Le mec saoulé, il pète un câble. Putain, il casse non, toi, déjà, t'as pas pu parler sur le dernier podcast parce que t'étais trop... On en parlera, si tu veux. Non, tu parlais de l'écart de génération. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu sais, on est dans une génération où l'accès à l'information est ultra simple. Ouais, donc, ça peut représenter des bénéfices comme ça peut représenter des inconvénients parce que finalement, quand l'accès à l'information est hyper simple, c'est plus un problème de manque d'information dans un, mais plutôt de surabondance d'informations. Et donc, du coup, le nouveau problème qui se présente, c'est de devoir filtrer. Moi, si je peux me permettre, le problème, c'est pas le problème et la solution en même temps. C'est pas l'accès à l'information, c'est la vulgarisation de l'information. Et par exemple, YouTube, c'en est la preuve totale. Tu vois, aujourd'hui, tu peux apprendre le trading via YouTube. Tu vois, mais c'est pas le vrai trading que tu apprends réellement. C'est une vulgarisation du trading. Je suis d'accord. Une simplification du trading qui, en fait, toi, tu reçois l'information comme si c'était ça, alors qu'en fait, c'est une version vulgarisée. C'est pas ça. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de formateurs qui en font leur beurre de ça. Tu vois. Tout à fait. Et du coup, par rapport à ça, comment est-ce que tu as eu cette culture de just do it, comme t'expliquais, de tout ce que je veux, je peux le réaliser? Parce que l'accès à l'information, c'était pas le même. Évidemment, les bouquins, genre Napoleon Hill, ça existe depuis, je sais pas, les années 1800, j'en sais rien. Il faudrait à vérifier. Mais globalement, ce truc-là, il n'était pas évident. Aujourd'hui, c'est obvious. Tout le monde scrolle et tout le monde se prend dans la gueule des messages de ouais, il suffit d'y croire pour y arriver. Tu vois, des gros messages de développement personnel. Franchement, c'est tellement cliché, mais en vrai, c'est tellement vrai. Mais du coup, ma question, c'est comment tu as accédé à ça là où avant ça n'existait pas? Je sais pas, moi je pense que moi j'ai pas accédé à ça, je pense que c'est soit tu l'as en toi, soit tu l'as pas. Okay. Tu vois, moi je pense, franchement, sincèrement, c'est un bail de hiérarchie naturelle. Ça, c'est la sélection naturelle. Pour moi, c'est ça. Tu vois, c'est soit tu l'as à l'intérieur de toi, soit tu l'as pas. Soit tu bouffes, soit tu te fais bouffer. Ça, c'est ta phrase ici à Dubaï. C'est soit la ville te bouffe, soit c'est toi qui bouffes la ville. Exactement. Exactement, c'est bien, tu as bien retenu. Donc, du coup, par extension de la philosophie que tu développes, ça voudrait dire que malgré l'accès à l'information qui est facilité, si tu n'as pas ce truc-là en toi, peu importe que tu te fais bourriner la gueule par des réels, par des bouquins, par des podcasts, par tout ça, en fait, tu n'y arriveras jamais. C'est pas que tu n'y arriveras pas, c'est que tu seras influencé en fait. Tu es sous influence. Et tu es sous influence et c'est qu'un mec qui va te bourriner le crâne avec son propre système, son propre modèle, bah, tu vas y aller. Puis derrière, tu as l'autre qui va te bourriner le crâne avec sa nouvelle méthode 2.0, tu vas y aller. En fait, tu es mort. Le cercle, il est vicieux de ouf. Tu vois, donc il y a un moment, et c'est pour ça aussi que moi j'ai arrêté d'apprendre en trading. Tu vois, il y en a qui seraient pas d'accord. Tu vois, il y en a qui disent non mais il faut toujours être un éternel à tout. Non, c'est faux. En trading, quand tu as un système, tu le gardes. Donc moi j'ai arrêté d'apprendre parce que je voulais plus je voulais pas mettre le verre dans la pomme en fait. Tu vois. Moi aussi, je suis tenté de cliquer là sur tous vos putains de vidéos là. Comment faire 80R. Je t'en cale une à chaque fois. Non, je suis tenté de cliquer sur ces vidéos. mais je mets pas. Je te montrerai, t'inquiète. Merci, je t'en supplie. Je t'en supplie.
Donc, le truc, c'est que moi, je voulais pas mettre le verre dans la pomme. Et pour moi, c'est ça, mettre le verre dans la pomme, tu vois. C'est continuer d'apprendre des nouveaux systèmes, de la vulgarisation, du machin, de machin. Quand tu as un système, tu le gardes et voilà. Donc, par rapport à ta question, pour moi, c'est une sélection naturelle. C'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. Tu vois, moi, pendant longtemps, j'ai pas dans mon entrepreneuriat, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de changer les gens. Parce que Syndrome du sauveur, hein. Ouais, syndrome du sauveur, non, je dirais plus, je te dise vraiment, plus par générosité. Tu vois? Ouais, syndrome du sauveur, hein. Je sais pas, c'est ça le syndrome du sauveur? Bah, le syndrome du sauveur, ouais, j'ai un peu étudié le dos parce que j'ai eu un peu ça à un moment. Ouais. C'est que, et d'ailleurs, j'ai creusé à un point où en fait, je me suis rendu compte que toutes les personnes qui souffrent du syndrome du sauveur, en réalité, sont ultra égocentrées. Et c'était mon cas. C'est que tu as un besoin viscéral d'aider les autres parce que tu penses avoir la vérité absolue, sauf qu'en vérité, eux, s'ils sont pas prêts à être aidés, ils ne changeront pas. Et alors j'ai le syndrome du sauveur. C'est exactement ça. Ok. Exactement ça. On est corda là-dessus. On est Le corda. syndrome du sauveur, sauveur style. Exactement. Ouais, non, mais c'est à la fois une bénédiction mais un fardeau ce truc-là. Hein. Ouais. Parce que tu sais pas au final si tu fais pas plus de mal aux gens qu'autre chose, tu vois. C'est vrai, en voulant aider certaines personnes, j'ai été dur parfois. Mais mais est-ce qu'on est, parce que nous on pense qu'on est dans les autres, parce que finalement on sait pas nous-mêmes, etc. Non, mais c'est ça en fait. Et qu'on va briller à travers leur réussite à eux en sachant que machin, mais en effet tu connais mon dicton. Vas-y, il y en a beaucoup de dictons. Ouais, c'est vrai, ça j'en ai beaucoup. Non mais je peux pas, you can't saddle a Mustang. Tu sais, tu peux pas mettre une selle à un Mustang, tu peux pas changer ce qui chasser le naturel, il revient au galop quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Mais c'est super intéressant dans le sens où ça aussi c'est un truc que j'ai remarqué. On est naturellement bon, je dirais même excellent, à résoudre les problèmes des autres qui en fait sont le reflet de nos problématiques à nous. Tu vois. Ouais, c'est clair. Donc finalement, en essayant de sauver les gens, on est les premiers. C'est à nous qu'on fait plus de mal qu'autre chose parce que ça veut dire qu'on a un problème par rapport à quelque chose. Transfère ce que tu viens de dire au trading par rapport à ta position de formateur, tu vois. Moi, je le vois, la formation, au début, ça faisait du bien à mon trading parce que je rabâchais les concepts et du coup, ça me les laissait. Et au bout d'un moment, quand je vois que moi, j'ai fait mon chiffre le 15 du mois et que je continue de trader parce que je veux montrer aux autres, parce que je veux continuer d'aider les gens, machin, etc., mon PNL, il pourrait être bien meilleur, tu vois. Exactement. J'ai fait un audio sur mon Telegram, rejoignez le Telegram, où j'expliquais ça. C'était un long audio d'une dizaine de minutes où je disais beaucoup de personnes parlent de ce que ça peut apporter d'avoir un side business à côté du trading, les avantages forcément, de sécurité financière, le fait d'occuper son temps, etc., etc. Mais il y a très peu de personnes qui parlent de ce que cannibalise le fait de créer du contenu vis-à-vis de son trading. Ouais. Et il y a ça, il y a le fait de devoir des comptes, de devoir trader, il y a le fait de... ça fait 15 putains de fois que tu dis la même chose en live, du coup tu te dis, il va falloir que je me renouvelle, du coup tu lis un bouquin et machin. C'est là où tu pars dans la création de contenu en fait. Ouais, c'est ça. T'es plus un formateur, t'es un créateur de contenu. Et puis c'est là où tu commences à rename les trucs, c'est là où tu commences à donner des nouveaux noms aux trucs, et puis les gens se disent, c'est quoi ce concept de folie, alors qu'en fait c'est un truc qui existe depuis des années, tu vois. Tu transitionnes parfaitement, ça faisait partie des questions que je suis un transitionneur. Tu es un transitionneur, c'est parfait. La première fois qu'on s'est rencontrés, tu m'as parlé de quelque chose avec lequel j'étais complètement d'accord et qu'on n'a pas forcément développé. Tu me disais, moi ça me saoule YouTube. Toutes les semaines, je vois des mecs qui disent nouvelle stratégie, nouvelle stratégie. Ouais. C'est le truc, en plus, c'est le format qui marche le mieux. Et tu expliquais que ça te saoulait parce que forcément, quand tu veux aussi te faire connaître, tu es obligé de rentrer un peu dans le moule. Quel est ton regard sur ces toutes nouvelles stratégies, sur ces trucs un peu magiques? Moi, je te dirais 4 lettres. P-U... Non, vas-y, dis-moi. Boule. S... Je sais pas compter. S-M-Y-S. Smith. Show me your statement. C'est tout ce que j'ai à dire, mec. Show me your statement. Sors-moi des stratégies toutes les semaines, si tu veux, accompagnées d'un statement de broker de tes retraits. Intéressant. Okay. C'est tout. Okay. Show me your statement. Tu vois, c'est tout. Aujourd'hui, il y en a très peu dans le game qui sont capables de le faire. Moi, je le fais. Je suis en capacité de le faire. Je montre à mes étudiants, machin et tout. Je leur dis, voilà, voyez les retraits. Donc, ce que j'en pense des nouvelles strates, j'en pense que c'est du e-commerce, problème-solution.
Tu vois, c'est pourquoi tu n'es pas rentable au trading? Parce que tu n'as pas de plan. Le plan, c'est quoi? La stratégie. Ok, bah, je vais te faire une vidéo sur la stratégie. Tu as un problème, j'ai la solution. Tu vois, et donc tu fais de l'audience, c'est de la rétention de l'attention, on y va, et puis ça fait de la vue, ça fait du clic, sauf que malheureusement, les gens, et c'est là où le game devient un peu vicieux, ça c'est venu quand même des Américains, moi je l'ai beaucoup vu chez les Américains, c'est j'ai fait $1000 aujourd'hui avec cette stratégie, j'ai fait $13 000 de payout avec cette stratégie, tu regardes les deux stratégies, c'est pas les mêmes. Donc tu dis en fait, tu traites quoi mec? Tu traites quelle stratégie? En fait, le mec, tu te rends compte soit qu'il a un panel de 15 stratégies qui est impossible parce que tu peux pas avoir un processus décisionnel basé sur 15 stratégies différentes. Donc ce que j'en pense, c'est que c'est de la merde en fait. Voilà, mais putain, mais pourquoi tu raccourcis pas tes propos? Voilà, je raccourcis, tu vois. Bah, dis. C'est de la merde. C'est de la merde. Ça veut pas dire qu'elle marche pas. Ça veut pas dire que, encore une fois, moi je le dis, tu vois. Quand moi je trade en live devant les gens, je leur dis surtout les gars, me faites pas confiance. Vous voyez ce que je fais, bam, vous voyez ma méthode, mes trucs, machin. Me faites pas confiance. Avant d'aller, faites pas les teubés à aller dès le lendemain ouverture du marché, essayer de trader ça. Allez backtester ce que je viens de faire. Et si ça marche pour vous, alors tradez-le. Parce que les méthodes, tu vois, elles sont différentes pour chacun, tu vois. Mais donc j'en pense que c'est de la merde, j'en pense que c'est du putaclic, j'en pense que c'est pour faire de la vue, j'en pense qu'il y en a peut-être une sur les 130. C'est pareil. Le meilleur exemple que je peux te donner de ça, c'est le Silver Bullet d'ICT. ICT Silver Bullet, je crois que c'est la seule vidéo où sur toutes les vidéos que tu as fait sur ICT Silver Bullet, il n'y en a pas une, c'est la même. Il n'y en a pas une, c'est le même concept. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y en a pas une, c'est le même concept. Moi, le premier, et je le dis ouvertement, j'ai fait une vidéo sur le Silver Bullet. Et j'ai assumé dans la vidéo, j'ai dit, je fais cette vidéo parce que je sais que ça fonctionne et qu'il y a une hype et voici ce que j'en pense. Donc j'ai expliqué ma version du Silver Bullet et à la fin j'ai dit, écoutez, moi je traite pas du tout ça. Tu vois, je l'ai dit, je traite pas du tout ça. Et c'est marrant, elle a pas tant fait de vues que ça, je suis un peu déçu, j'ai crassé ma chaîne pour rien. Tu es ce Silver Bullet underrated. de merde. Non, je sais pas si je suis underrated, mais tout ce que je sais, c'est que parfois j'essaie aussi de rentrer dans le moule, de faire des vidéos sur des concepts, sur des stratégies, etc. Et il y a une phrase que je dis très souvent, il faut que les gens vraiment se la mettent dans le crâne, c'est que si je le voulais, et je le dis en toute humilité, et d'ailleurs toi aussi, hein, c'est pareil, si on le voulait, on serait capable de créer une stratégie par jour pendant plus d'1 an. Qui plus est, serait potentiellement rentable. Pourquoi ? Parce que ce qui rend une stratégie rentable, c'est le fond, c'est pas la forme. Derrière, que tu exécutes sur un BPR, un EVG ou un volume imbalance, c'est les mêmes règles fondamentales qui font qu'une stratégie est rentable, tu vois. Donc, on pourrait pondre du contenu illimité sur nouvelles stratégies, mais bon, on respecte trop les gens pour ça, quoi. Ouais, non, on les emmerde en vrai. Pourquoi tu dis ça? Non, mais en vrai de vrai, c'est ça. C'est le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu un jeu d'image. C'est devenu à celui qui aura le dernier mot, la dernière vidéo, etc. Et derrière tout ça, faut juste vérifier les résultats parce que, en fait, si tu veux, moi, je me mets toujours à la place du mec. C'est pour ça que ça me saoule de faire des vidéos de trading YouTube. J'en fais parce que j'aime bien. Mais tu sais, moi, en vrai de vrai, gros, je vais vite tourner en rond si je rentre là-dedans, tu vois. Je vais te sortir 10 vidéos, ça sera plié. Derrière, qu'est-ce que je vais faire? Refaire les 10 mêmes vidéos parce que je traite la même chose, parce que c'est un concept qui marche, tu vois, et que je ne fais que ça. Donc en réalité, comme je l'ai dit souvent, tant que tu te fais pas chier en trading, c'est que tu n'as pas master tout ce que tu avais à master. Moi, je considère que j'ai master tout ce que j'avais à master. Tous ceux qui viennent chez moi, je leur dis, quand tu auras fini avec moi, tu n'auras plus jamais besoin de rien apprendre. Il faudra que tu arrêtes d'apprendre, il faudra que tu répètes, parce que de la répétition naît la confiance et de la confiance naît la performance. C'est beau, copyright. Ça finit pas dans un audio chrysalide, ça. Je rigole. C'est gay. C'est gay ce que tu viens de faire là. Ouais, c'est très gay. C'est gay. Alors, oui, parce qu'il n'y a rien à voir, mais juste le studio de podcast dans lequel on est, on a dû changer à la dernière minute parce que on a failli se retrouver ensemble sur le même sofa. Ouais. Et ça, pour le coup, c'était très. Ça, c'est vraiment très gay. Très gay. Ouais. Ça aurait été inacceptable de payer si cher pour. Non, je rigole. Non, c'est vrai. Une autre question peut-être. Une autre question qui sera parfaitement. Oui, donc cette fois-ci, tu n'as pas joué ton rôle de transitionneur. Histoire qu'on s'éloigne très vite des sujets homophobes. Vite, une autre question. Vite. Ok, vite. Oui, je voulais te poser une question en plus sur l'entrepreneuriat de manière générale.
j'ai plus la formulation exacte, mais je vais te la poser comme ça en freestyle. Donc, ça fait plus d'une décennie que tu es à Dubaï. J'adore le mot décennie. J'adore. Ouais, ça fait ancien de ouf. Ouais, ça fait ancien. Donc, ouais, ça fait plus de 10 ans que tu es à Dubaï. Tu as rencontré, je suppose, beaucoup de traders. Encore aujourd'hui, tu me disais, j'étais au téléphone avec quelqu'un qui est très connu. Ouah, Non, t'inquiète, t'as eu peur. Là, t'as commencé à te faire une coulante. T'es chaud, J'adore toi, faire ça. T'es chaud. J'adore faire ça, moi. T'es très chaud, toi. Non, mais en plus, la question, Dangereux, ça ne ce te mec est concerne pas. dangereux. Bon, tu connais beaucoup de traders, tu connais beaucoup d'entrepreneurs. Est-ce qu'il y a quelque chose, un non-dit, un vice, quelque chose que les gens publiquement ne sont pas au courant dans l'industrie du business en ligne, au sens large? Tu vois, on sort un peu du trading, mais au sens large, dont les gens ne sont pas au courant, peut-être un peu vicieux ou autre, qui justifie la réussite des gens. Ah, je vois tellement où tu veux aller. Je vois tellement où tu veux aller. Je te jure que je veux aller nulle part. Non, mais si, je vois où tu veux aller. Non, je veux aller nulle mais part. si, je le vois. Je le Mais vois. tu ne vois, tu ne vois rien du tout. Je te vois. Putain, il est mesquin. Il est vicieux. Je peux pas. Non, écoute, moi, j'ai appris en business. Alors ici, c'est vrai que c'est quand même un catalyseur parce que ici, tu fais la compétition. Tu fais la compétition avec les meilleurs du monde, en fait. Tu vois, parce que tous ceux qui ont fait de l'oseille dans leur pays, ils viennent ici pour la fiscalité, on va pas se mentir. Hein. Et puis derrière, ils relancent des business ici, mais c'est les meilleurs chez eux. Donc, tu as les meilleurs Russes, tu as les meilleurs Français, tu as les meilleurs ceci, cela. Et donc, tu te retrouves dans une micro-ligue des champions. Ouais. Et les mecs, ils ont la dalle de fou, tu vois. Ils ont la dalle de fou. Tu trouveras toujours un mec qui fait plus d'oseille que toi. Et donc, bah, tu es dans un bassin de requins et il faut pas saigner, quoi, tu vois. Donc, c'est... le vice caché de tout ça, moi, de mon retour d'expérience que j'ai, c'est que tu n'as pas de gros sous sans gros risque. Ça, c'est numéro 1. Et que tu n'as pas de gros sous sans jongler avec le bien et le mal. Tu vois ce que je veux dire? Quel est le plus gros risque que tu as pris, Matt? Le plus gros risque que j'ai pris, c'était de venir ici sans rien. T'es venu ici sans rien. Sans que dalle. Ouais, c'était il y a 12 ans. Je suis venu ici rien. Je venais en vacances. Je me suis dit, Broke. c'est cool. Bronx. Non, je suis venu. Non, j'étais pas broke parce que broke, ça signifie que tu as gagné puis tu n'as plus rien, tu vois. J'avais rien de base, tu vois. Donc non, c'est ça le plus gros risque que j'ai pris. Ouais. Respect. C'était le plus gros risque que j'ai pris. C'est celui qui a le plus payé, hein, force est de constater. Maintenant, encore une fois, ça n'a pas payé en un an. Ça a payé en 10 piges. En réalité, ça a payé en 6 ans, tu vois. Donc là où toi, tu vois, encore une fois, on en parlait la dernière fois, des réussites comme la tienne à 24 ans, voilà, c'est des trucs qui n'arrivent pas souvent. Tu vois ce que je veux dire? Alors peut-être qu'à ton échelle, c'est toujours pas assez, tu veux scaler plus, machin, etc. Moi, à 24 ans, j'étais pas là où tu en es avec un business qui tourne comme le tien, etc. Machin, tu vois. Ça a mis beaucoup plus de temps. Après, c'est pareil, c'est pas les mêmes mœurs. Aujourd'hui, toi, tu arrives, tu as l'accès à l'information plus facilement. Tu es déjà mindfucké et mindseté par tous les trucs de mindset, etc. De do it, tu vas réussir si tu crois en toi, machin. Nous, on n'avait pas tout ça à l'époque, sans faire l'ancien, encore une fois, tu vois. Donc, ça met plus de temps. Tu as un mindset qui est différent, une psycho qui est différente. T'es plus, moi, je suis arrivé plus là avec, tu vois, le couteau entre les dents et dire faut que je trouve un animal très vite à tuer, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est quand même fou parce que Dubaï aujourd'hui c'est un peu une évidence pour beaucoup de gens. Ouais. Mais ça l'était pas forcément il y a 10 ans. Non, il y a 10 ans, je te promets. Parce que moi, encore une fois, je tiens à le dire, tu vois, le problème, c'est que moi, je fais du trading à Dubaï. Donc, forcément, je comprends l'association Dubaï, trading, scam, machin. Je comprends, tu vois. Avec les copy traders qui sont à Dubaï, les gros du MLM, je peux comprendre, tu vois. Et moi, il faut bien comprendre que je suis arrivé avant toute cette vague d'influenceurs, avant que les gens en parlent, avant que tu aies des reportages en France sur M6, machin, etc. Et c'est vrai qu'avant, c'était comme on dit, le rap, c'était mieux avant, tu vois. Donc c'était complètement différent. Pourtant, t'écoutes Ziak. Hein. Ouais, c'est vrai que j'écoute du Ziak. Du gros son. Ah, je l'écoute en énervé, Ziak. J'adore Ziak. Ouais, dès qu'il est énervé, je l'écoute, moi. S'il n'est pas énervé, tu vois, s'il est en détente, je l'écoute pas. S'il est très énervé, s'il est colère, énervé. S'il est fâché contre le mic, là, j'écoute. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. C'est le seul Ziak qui m'ambiance. Tu vois. Exactement. Ouais, tu vois, très bon. Ah ouais, quand j'ai vu que t'écoutais Ziak, je me suis dit, ah ouais, ok.
Ouais. Bon, ça va, je suis pas trop vieux non plus. Quand même. Ah, mais 34 ans, ça va. Prochaine question. Allez, prochaine question, ça part. Prochaine question. Non, je veux juste quand même rebondir sur ce que tu as dit. Parce que si on reprend la timeline, t'es arrivé il y a 10 ans. Ouais. T'as commencé le trading il y a 5 ans. Ouais. Et moi, j'ai souvenir, j'ai commencé aussi le trading il y a 5 ans. C'était pile dans le pic de la vague MLM, Ouais, c'est ça. Ouais. Covid, confinement, tout ça. Et il me semble que Dubaï a pris une hype également à partir de ce moment-là. Ouais. J'essaie de recontextualiser, en tout cas c'est mes vieux souvenirs. Ça se trouve, c'est complètement. C'est très simple, je t'explique pourquoi. C'est que le Covid, c'était le seul endroit en Covid où tu pouvais sortir. C'est vrai. Donc les gens, ils venaient passer leur confinement ici. Ça fait la promo de ouf. De malade. Comment toi, tu as vécu en tant que nouveau trader, vieil expatrié, plus tu vois la montée en hype, voire même le salissement de Dubaï? Comment tu l'as vécu cette période un peu où tout... Moi, ça m'a vraiment cassé les couilles, le salissement de Dubaï. Moi, ça a vraiment cassé les couilles parce que pour le coup, ils ont vraiment salopé le paysage. Ils sont défoncés. Ouais. Mais à tel point que tu sais que le cher ici, il a dit au bout d'un moment, ok, tous les influenceurs qui viennent, on les prend plus en fait. Tu vois, parce que vraiment, il y avait un ras-le-bol des locaux et des expatriés ici. C'est remonté jusqu'en haute instance et ils ont commencé à durcir vraiment les gens, tu vois. Parce qu'au début, tu avais les on coupera le mot, mais les Maeva Genam qui venaient ici à se balader dans le mall à poil, machin, etc. Ah ouais. Mais c'était un délire. Pas à poil, mais tu vois, elles étaient dans des tenues indécentes dans un lieu où tu es quand même dans un pays musulman, tu vois, dans un lieu public avec des femmes, des enfants, des familles. Et elles sortaient de la plage, elles y allaient comme ça, tu vois ce que je veux dire? Et ça s'est multiplié 2, 3, 4, 5, 6 cas comme ça. Sauf que comme c'est des gens super exposés qui se filmaient tout le temps, ça partait dans les réseaux. Et en fait, l'image de Dubaï, elle était salie de fou, tu vois? Ouais. Du coup, tu sais que d'ailleurs, même moi, j'ai longuement réfléchi. Non, en vrai, c'est un peu mentir de dire ça parce que c'était un peu une évidence pour moi. Je savais que je voulais venir. Mais j'ai quand même eu du doute à l'idée de venir juste pour ça. Genre, pour moi, tout était OK. Que ce soit fiscalité, réseau, machin. Il y avait tout qui me stimulait à l'idée de venir ici. Ouais. Mais juste le fait je fais du contenu sur le trading et du coup, je vais à Dubaï. J'avais peur que les gens créent une connexion à un billet d'association un peu. Il est là, c'est sûr et certain. Ah il est là. là. Maintenant, le Dubaï, c'est ce que tu en fais aussi, tu vois. Et c'est important qu'il y ait aussi des gens bien qui viennent ici, des vrais bons traders qui commencent à venir ici, qui commencent à le montrer pour montrer que il y a pas que des scams et voilà. Mais c'est sûr des scams comme moi, par exemple, ou plein d'autres choses. Non, justement, je te mettais dans les gars bien, tu vois. Tu vois, je te mettais dans Putain, les je gars. pensais que tu allais prendre la perche là, que je te donnais et qu'on allait rigoler un peu. Non, c'est pas parce que tu fais 80 heures tous les jours que t'es un scam. Je fais pas 80 heures tous les jours. Ça n'a rien à voir. Non, je le fais pas tous les jours, je le fais toutes les sessions. Ah ouais. Bah oui, respecte-moi. Deux fois par jour. Non, mais c'est important. Tu sais, le Dubaï, c'est aussi ce que t'en fais et il faut qu'il y ait une poignée d'irréductibles gaulois qui tu vois, qui garde l'image solide, etc. Mais c'est vrai que moi j'ai vraiment vu l'image se dégrader et au bout d'un moment c'était vraiment relou. Mais t'inquiète, maintenant ça va plus être Dubaï, ça va être Bali, ça va être la Thaïlande, ça va être... Parce qu'aujourd'hui le problème c'est que ça vient beaucoup trop cher ici. Même pour ceux qui ont de l'oseille, les Français, ça devient beaucoup trop cher ici. Et là ils commencent tous à partir petit à petit, tu vois. J'avais pas prévu de te poser cette question, mais seuls les vrais taureaux prennent du poids, même en période de vache maigre. Ça s'arrête là-dessus. Fin de podcast. Je sais même pas quoi dire. Micro. Arrête, la dernière fois, on s'est fait virer du podcast. Enfin, c'est pas fait virer, mais c'est à deux doigts. Le lien est dans la description, d'ailleurs, du podcast hors série. Mais j'avais pas prévu de te poser cette question, mais là, le problème, c'est que tu me forces, là, tu me contrains. Vas-y. Est-ce que tu as voulu me tester quand je suis arrivé? Ouais. Est-ce que tu as voulu voir si je sais pas quoi, mais d'ailleurs, si j'allais assumer la ville. En fait, je suis sincèrement, tous ceux qui sont passés à Dubaï en tant que trader, je les ai tous vus. Tous ceux qui font le YouTube Game aujourd'hui, j'en ai vu beaucoup. J'ai pas tous vu, j'en ai vu beaucoup. J'ai passé des moments avec eux, etc. J'ai eu des très grosses surprises. Voilà. Comme par exemple non, mais j'ai eu des très grosses surprises, tu vois. Et en fait, au début, pour moi, moi je me rappelle quand je t'ai contacté, c'est parce que je suis tombé sur une de tes vidéos
qui parlait un peu de ton parcours, je crois. Et en fait, j'ai trouvé le discours genuine, tu vois, authentique, vrai. Et tu n'avais pas l'air d'être un connard, tu vois. Et je me suis dit, et en fait, à un moment, tu as droppé une phrase du genre je suis à Dubaï, et j'ai dit putain, quand j'ai compris que tu n'étais pas en vacances, mais que tu habitais à Dubaï, je me suis dit, ok, tiens, ça pourrait être intéressant de le rencontrer, pas pour faire quoi que ce soit, mais juste pour tu sais, discuter un peu trading, machin, etc. Et c'est vrai que quand je rencontre les gens pour la première fois, dans le milieu du trading, pas dans les autres aspects, en vrai, je m'en fous que tu sois bon ou mauvais en trading, que tu sois un scammer ou pas un scammer en trading. Je veux juste le savoir. Tu vois ? Je veux juste le savoir. J'ai besoin de savoir si tu es un menteur ou pas, si tu es un voleur ou pas, parce que de là va découler la suite de ma relation avec toi. Donc, soit s'arrêter tout de suite, soit creuser et voilà. Donc, sans parler de savoir si tu es un scam ou pas, si tu es une fraude ou pas, moi, je voulais savoir si tu étais une bonne personne ou pas. Tu vois ? Ouais. Et il y a des choses qui ne trompent pas. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je te le dis, hein, sinon je n'aurais jamais fait ce podcast avec toi. Moi, je t'ai trouvé authentique, simple, généreux, normal. Un gars bien, quoi. Enfin, sans suçage de tub sur caméra, mais tu vois, c'est quand même assez rare dans ce milieu de voir des gens qui sont assez bien intentionnés, qui sont quand même assez. Tu sais, parce que mine de rien, tu as ce petit côté naïf qui est mignon quand même, je trouve. C'est de mon. C'est vrai qu'on en parlait la dernière fois. Ce petit côté candide, en fait, qui fait que ça se voit que t'es pas un baiser. Tu vois, t'es pas un baiser de gens. Tu vois ce que je veux dire, si je peux le dire comme ça. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Donc oui, je teste un peu. J'ai testé un peu parce que je voulais vraiment savoir où je devais me situer avec toi. Et moi, j'aime bien faire des nouvelles rencontres. J'aime bien être entouré aussi. Mais je veux pas être entouré de mauvaises personnes. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, sur quel facteur te bases-tu pour rencontrer une nouvelle personne ? Et du coup, deuxième question, sur quel facteur te bases-tu pour revoir cette personne ? Pour rencontrer la personne, non, pour la rencontrer, il n'y a pas vraiment de facteur. Est-ce qu'il fait un peu parler de lui en ce moment ? Est-ce qu'en trading, je le regarde ? Tu vois ? Est-ce que je regarde ce qu'il fait ? Est-ce que ses méthodes m'intéressent ? Parce qu'au début, c'est très factuel. Tu vois, c'est comme avec une meuf. Le premier contact que tu as avec elle, c'est son physique. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, si elle ne te plaît pas, tu ne vas pas aller lui parler. Tu vois, on va arrêter. Tu vois, 2 minutes. Donc, moi, mon premier rapport avec les gens, c'est est-ce que son contenu me plaît ? Tu vois, avec les traders, c'est est-ce que son contenu me plaît ? Et si je me retrouve un peu dans son contenu. Parce que, mine de rien, quand tu fais du contenu, tu véhicules des valeurs. Tu vois. Et moi, j'ai trouvé que dans la vidéo, où tu véhiculais des valeurs que j'avais. Tu vois. Donc, je me suis dit, OK, why not ? Donc, ça, c'était mon premier. En gros, c'est ça mon truc pour déclencher. Parce que c'est moi qui ai déclenché ça, je crois, de mémoire. Pour qu'on se voit. Et le deuxième, pour le revoir, je te dis sincèrement, c'est si j'ai tapé des barres. Parce que moi, au début, je te vois, peut-être je me trompe sur toi et peut-être, par exemple, tu es un formateur pas rentable. Alors, c'est pas ce que je suis en train de dire, attention. Mais peut-être que tu peux être un formateur pas rentable. Je vais le savoir, j'ai pas besoin que tu me le dises, je vais le savoir. Mais par contre, si j'ai passé un bon moment avec toi, que tu es que je pense que tu es foncièrement une bonne personne et que j'ai vraiment tapé des barres, moi, j'ai aucun problème à te revoir. Tu vois. Mais par contre, je ferai la différence entre perso et business. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que je comprendrais que le trading, c'est ton business. Pardon. Le trading, c'est ton business et c'est pas foncièrement comme ça tu gagnes tes faf. Donc, je saurais faire la différence. À titre perso, il n'y aura aucun problème. On ne fera jamais rien de professionnel ensemble. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est comme ça que tu le vois. C'est ça, ouais. Alors, pour te donner la réponse, dans ton cas à toi, je pense que tu es un trader légit. Je pense que... non, mais comme ça, je réponds à ta question que tu vas me poser off caméra. Ouais, mais quand tu as dit ça, petit bâtard, tu penses quoi alors ? Non, je te le dis. Moi, je pense que tu es un trader légit. Là, ça, tu es quelqu'un de bien. Donc, c'est pour ça que... voilà, après cette vidéo sera documentée. Si un jour tu deviens un gros bâtard, ça sera. Ouais. Il s'est trompé. Je me suis trompé sur Bronx. Je me suis trompé sur le B. Donc voilà, moi c'était ça mon facteur de déclencher pour te voir et pour qu'on se rencontre. Et puis pour se revoir, après c'est les barres qu'on a tapées, notamment avec ton fidèle ami de longue date, Biscotte. Biscotte FX. Biscotte FX. Voilà. Et
Et ça, c'est aussi une question que je voulais te poser parce que on parle de trader legit, trader non legit. Moi, ma communauté, elle a eu une chance que peu de créateurs ont fait au long de leur parcours. C'est qu'ils m'ont vraiment vu évoluer. C'est que j'ai commencé à créer du contenu en étant non rentable. Ça, faut le savoir. Si tu remontes tout au début de mon canal Telegram, j'étais encore vendeur dans le prêt-à-porter, tu vois. Donc ça, c'est une chance que ta communauté n'a pas forcément eue et je voulais absolument qu'on en parle dans ce podcast de vraiment ton parcours, tu vois. Est-ce que tu as eu vraiment de gros bas dans le trading? Parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on a eu l'occasion de voir sur ta chaîne, de te voir expliquer ça. Ou est-ce qu'au contraire, comme tu n'avais pas à la base de soucis financiers, c'était plutôt simple? Bah, tu as mis le doigt dessus. En vrai, c'est que j'ai pas eu de vrai bas. Non, j'ai jamais eu de vrai bas avec le trading. C'est ouf. Je suis jaloux, mais mec. moi, je sais pourquoi. Hein. Je sais pourquoi. C'est parce que j'en ai jamais fait une priorité. C'est parce que je n'avais pas besoin de ça pour gagner ma vie. Je dépendais pas de ça pour payer mes factures. Et je t'assure, tous ceux qui nous regardent, moi, je vous le dis, le trading, selon moi, le trading doit rester un side business au même titre que vous montez plusieurs projets à l'année. Le trading doit être un projet. Et je pense que c'est la seule et unique manière saine de réussir en trading. Tu vois ce que je veux dire? C'est de ne pas en faire une priorité. De ne pas en faire une priorité, pas du tout. Beaucoup trop instable, beaucoup qu'on se le dise, tu vois, c'est instable le trading. Tu peux gagner, moi, ça fait longtemps que j'ai pas fait un mois en perte. Voilà, si demain ça m'arrivait, bon, vu que j'ai beaucoup de mois en positif, ça va, ça compenserait. Mais en réalité, si j'avais commencé par des mois dégueulasses, c'est comme quand tu démarres un challenge, tu vois. Tu démarres un challenge, c'est deux challenges différents. Si tu le démarres où tu fais directement 3% ou si tu le démarres à moins 3%. Tu vois, c'est plus du tout la même appréhension du challenge. Et ben, le trading, c'est pareil en fait, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut que ça reste un à côté. Et pourquoi pas devenir un truc à plein temps, faire ce choix plus tard de devenir un truc à plein temps. Parce qu'il y a un truc que je voudrais rajouter là-dessus qui est important, je pense que les gens n'ont pas capté, c'est que tout le monde parle des traders institutionnels, les traders à Wall Street, etc. machin. Mais les traders de Wall Street, c'est des employés, mon gars. Ils font pas ça chez eux. C'est des employés. Tu vois, c'est leur travail. Ils sont employés par une banque, ils sont employés par un fonds et ils traitent des capitaux qui sont pas les leurs, machin, etc. Et nous, en tant que retail, on veut se mettre en solo en disant bah, moi aussi, je vais trader, etc. Mais c'est même pas ce qu'ils font à Wall Street. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à Wall Street, ils ont des contrats de travail, ils sont traders pour les hedge funds, machin, etc. Ils ont un fixe. Ils ont un fixe, tu vois, ils ont un fixe, ils ont des commissions, ils ont machin. Tu vois ce que je veux dire? Leur commission, elle tombe à la fin de l'année. Donc exactement. Ça peut lisser. Ouais, et le trader retail là, français, il se dit bah non, mais moi, je vais le faire tout seul à mon compte en mode sans filet. Mais même les traders de Wall Street, ils ont un filet. Ils ont une retraite, ils ont les trucs, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ils le font même pas eux-mêmes. Et en plus, on les met souvent sur un piédestal, mais bien sûr. Pour avoir quelques relations dans le secteur. Dans Wall Street? Non, pas dans Wall Street, mais dans le secteur. Alors, non, aux US, pas du tout. Mais je connais des personnes qui ont soit bossé en banque, dans salle de marché, etc. Vraiment plus en France, Europe, on va dire. Les mecs, ils sont cons. Hein. Apparemment, ils sont cons, ils sont pas plus intelligents que nous. Hein. Bah, je sais pas s'ils sont cons, mais en tout cas, c'est clair qu'ils sont pas plus intelligents que la moyenne. Ils ouais. sont pas plus intelligents que nous. Ouais. Bon, déjà, d'un point de vue purement trading, tu vois, on pense souvent que eux, ils voient les ordres, etc. Mais les plus gros retail, en vérité, si on croit vraiment en ce truc d'algorithme, que BlackRock, machin, manipule le marché, en vérité, les plus gros retail, c'est ceux qui bossent en banque aussi, tu vois. Parce que c'est eux la liquidité, en vrai. Donc forcément, faut pas oublier qu'un trader, par exemple à la City, à Wall Street, etc., le gars est accompagné. Hein. Tu sais qu'il a des rapports, des rapports de performance. Ils ont des coachs de mindset. À chaque fois qu'ils clôturent un trade, ils ont un rendez-vous avec le boss pour savoir pourquoi il a ouvert, pourquoi il a fermé. Les mecs, ils sont accompagnés de fous. Hein. C'est pas comme toi quand tu es devant ton écran où tu dis allez, j'ouvre et je ferme. Bon, TPSL, fin de l'histoire. Non, les mecs, ils doivent rendre des comptes. Derrière, ils passent chez le psychologue de la boîte pour vérifier qu'ils sont en état de trader, machin, etc. Tu vois. Mais c'est un métier.
c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre le retail qui veut en faire un métier d'un trader dans un hedge fund ou à Wall Street, tu vois. Bah, bien sûr. Ça n'a rien à voir. Ils ont un salaire, les mecs. Ils ont des salaires, ils ont des coms, ils ont des trucs, ils ont quelque chose de stable. Ils ont quelque chose de stable et ils sont dans un environnement qui leur permet aussi de se délester de tout un tas de tâches que nous, on doit gérer en tant que trader indépendant. Ce que tu dis, ils ont des cellules psychologiques, ils ont un mec qui gère le management. Tu sais, il y a 18 métiers en soi dans une banque. Bah, nous, on gère notre risque, on gère notre exécution, notre analyse, notre psychologie. Donc, je te rejoins beaucoup là-dessus. C'est que si tu fais du trading ta priorité, et ça peut marcher pour certains profils, mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas mentir aux gens et dire ouais, lâche tout pour le trading. Franchement, ce serait abusé. C'est faux, faut pas. Non, mais faut pas, c'est sûr et certain. Après, tous ceux qui diront le contraire sur YouTube, c'est des mythos. Hein. Ils ont tous des formations, ils ont tous des mentorats, ils ont tous des machins. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y en a aucun aujourd'hui qui fait juste du trading et qui vit du trading sur YouTube. C'est impossible. C'est pas possible. Les mecs, ils ont compris. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, moi je le sais, je le vis, et je le dis à la caméra, je m'en fous. Il y a un moment, tu ne veux plus t'exposer au risque. Ouvrir une position, c'est t'exposer au risque du marché. Voilà. Et il y a un moment, tu veux faire de l'oseille sans t'exposer au risque. Voilà, c'est tout. Ou en diminuant au maximum ton risque. Donc, le seul moyen de gagner de l'argent en trading sans t'exposer au risque, c'est de ne pas trader. Et donc, d'avoir une formation, d'avoir un mentorat, d'avoir un processus, d'avoir une propre firme, d'avoir plein de trucs. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste ça, en fait. Donc, tu vois, c'est double discours de dire « Ouais, moi, je vis du trading, machin, etc. » Ouais, non. Moi, je vais pas. Il faut se renseigner parce qu'il n'y en a pas un qui a un side business lié au trading à côté, qui est d'ailleurs son business principal. Il y en a beaucoup. Hein, moi, j'en ai connu comme ça, un des traders qui... récemment là, qui a arrêté tout depuis quelques mois, qui était bien exposé sur YouTube. Vous voyez plus de son contenu maintenant, je ne vais pas le citer malheureusement. Mais lui, il a arrêté parce que lui, il vivait uniquement du trading. Il a fait 3 mois où ça n'a pas marché. Il a dit, je peux pas, il faut que je paye des factures. Gros. Tu vois, j'ai été rentable pendant 2 ans. Donc pendant 2 ans, masse contenu, machin, etc. Bon, ça fait 3 mois que ça ne marche plus. Bah désolé, je peux pas, faut que je paye mes factures. Donc il est reparti bosser, il est reparti faire un truc, tu vois. En plus, pour les gens, ça peut vraiment être une vérité qui est douloureuse. Hein. Parce que dans la tête des gens, et je te l'assure, après, je te dis un truc, tu le sais, toi aussi, tu as des étudiants, donc tu sais très bien. Pour eux, vraiment, il y a un monde où ils vont faire que du trading. Je suis convaincu que la plupart des gens qui nous regardent ou écoutent, ils sont persuadés que le jour où ils seront rentables, ils feront que ça. C'est impossible. C'est impossible. Je sais pas comment. Après, je dis ça, mais moi, j'ai été le premier à le croire aussi. Hein, c'est ce qu'on m'a fait croire. Non, mais c'est ça fait partie de tout le mythe que tu as autour. Ça fait partie du storytelling. Ça fait partie de l'histoire qu'on te vend. Tu sais, c'est l'étape, quoi, tu vois. C'est la chronologie du scam. Tu vois. Donc c'est ça. En fait, c'est l'histoire qu'on te vend. C'est le storytelling. Aujourd'hui, j'ai pas servi de bête de foire. J'ai posé les questions. Ouais. Moi, si tu me poses des questions, ça y est, c'est mon cerveau connecte les idées là. C'est clair. Non, mais ouais, on est complètement corda sur le sujet. Une autre question peut-être? Ouais, je vais voir si j'ai des questions. Attends, parce que j'ai peut-être pas préparé à ce point-là. Non, mais attends, tu peux envoyer de la question. Là, vas-y, Là, t'es chaud ou pas? Je suis al dente là. Là, t'es al dente? Ah, là, je suis al dente. Ah, dis-nous les traders dont tu parlais. Non, non, je peux pas. Ah, là, t'es pas très al dente pour ça. Ça, c'est de la harissa, ça. C'est trop piquant. Alors ça, c'est une question que je voulais poser à la fin. Mais je vais la poser maintenant parce que je la trouve très intéressante et je ne te l'ai jamais posée en privé. Aujourd'hui, Matt, tu es beau, tu es marié, tu as un enfant, tu gagnes beaucoup d'argent. Et la question, non, en vrai, t'as la définition de ce qu'on pourrait considérer comme un homme accompli. Est-ce que tu es heureux aujourd'hui? Ah, très bonne question. Très bonne question. Est-ce qu'on n'est pas constamment à la recherche du bonheur? En vrai, c'est quoi le bonheur, tu vois? C'est beaucoup trop philosophique comme sujet. J'ai l'habitude d'en parler beurré. Mais c'est vrai que quand j'ai préparé la question, je me suis dit,
Matt, c'est quand même une personne, et je dis pas ça pour te sucer ou j'en sais rien, tu vois, mais tu es pour moi une personne qui répond aux caractéristiques, tu sais, tu as les cases là que tu coches, tac, 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 où en fait tu remplis les cases d'un homme accompli, tu vois, tu es marié, tu as un enfant, tu as l'oseille, tu es installé dans un endroit qui te plaît, je pense que socialement aussi, tu pas trop de difficultés. Donc, est-ce qu'aujourd'hui tu es heureux? Est-ce que tu te sens accompli ou pas? Moi, je trouve que, tu sais, c'est bizarre à dire, mais c'est un peu comme si la recherche du bonheur, c'était un peu, tu sais, genre comme une carotte que tu as devant et puis tu avances, mais tu vois, tu l'as jamais. Et que finalement, ça fait un peu peur de se dire, ça y est, je suis heureux, parce que est-ce que ce serait pas une petite mort en soi? Tu vois ce que je veux dire? De dire, bon, bah, ça y est, je suis heureux. Je sais pas. Je pense que c'est un truc de psychopathe, ça. Je pense qu'il faut avoir une case en moins pour pas savoir. Je sais pas. Honnêtement, te dire aujourd'hui si je suis heureux, je sais qu'il y a des choses qui me rendent heureux. Mais pour moi, le bonheur, c'est pas un acquis, c'est pas un accomplissement, c'est des moments. Tu Et vois? dans quel moment, justement, tu captes cette bulle de bonheur? Est-ce qu'il y a des moments spécifiques dans ta vie où tu prends une bouffée d'air frais et tu te dis, là, je suis heureux, là. Ouais, c'est quand je me sens libre. C'est quand je me sens libre de toute responsabilité. Ok. Tu vois, que ce soit en business, etc. C'est les moments où je me sens heureux, tu vois, récemment, c'est quand je sens une vraie connexion avec mon fils, tu vois. Et tu vois, ça, c'est un truc que je savais pas du tout, tu vois. Parce que moi, il a 1 an et demi aujourd'hui, tu vois. Et, et c'est vrai que, bon, là, je te fais pas le dessin, hein, la première année, il se passe rien, tu vois, il te regarde même pas, tu changes des couches, voilà, tu vois. Mais le fait qu'il y ait une vraie connexion qui commence à s'établir, bah, c'est un moment où, hors du temps, tu vois, c'est un moment vraiment hors du temps, un moment entre toi et lui, entre toi et ton enfant, et tu te dis ouais, bah, est-ce que finalement, c'est pas ça le bonheur? Donc, est-ce qu'en fait, il faut pas faire des enfants pour être heureux, tu vois? C'est un truc qui revient Donc souvent, hein. non, non, mais en vrai de vrai, moi, ce qui me rend heureux, c'est ça, c'est quand je vois ma femme. Moi, mon bonheur, il passe beaucoup à travers le bonheur des autres. C'est-à-dire que moi, je peux pas être heureux si la personne de mon entourage proche, hein, que je considère réellement, comme ma femme, mon meilleur ami, etc., mon fils, n'est pas heureux. Tu vois, moi, c'est un truc qui se partage, le bonheur, tu vois. Donc, si de voir quelqu'un, par exemple, quand je vois ma femme heureuse, bah, je me dis pas, moi, je suis, tu vois, là, on est comme ça, je dis pas, moi, je suis heureux. Là, je vais la voir heureuse, et bah, ça va me rendre heureux. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai le sentiment de, tu sais, de sérénité, de soulagement, j'ai ça en moins à me soucier, parce que elle est heureuse. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est un peu bizarre comme définition, je te l'accorde, mais bon, je sais pas comment te le dire autrement. Donc pour répondre à la question, est-ce que je suis heureux aujourd'hui, je dirais, il y en a beaucoup dans ma situation qui diraient, mais comment ça, tu dis pas que t'es heureux, enfoiré? Mais ouais, je pense que c'est des moments. Être heureux, c'est des moments, c'est pas un truc continu, tu vois. Il y a des moments où t'es Mm. heureux, et voilà. Et ce qui est paradoxal, c'est que tous les moments où tu captes le bonheur que tu viens de décrire, c'est souvent, tu sais, des moments de silence, calme. Ouais, ouais, ouais. Et Ouais, pourtant, tu vois, Dubaï, c'est quand même une ville où tout va vite, etc. ouais, Est-ce c'est que clair. le fait d'avoir un enfant aujourd'hui, le fait d'avoir des activités qui tournent, le trading, tout ça, est-ce qu'aujourd'hui, tu as envie de lâcher le pied ou au contraire, Ouais, en fait, moi, c'est une discussion que j'ai eue il y a pas très longtemps avec mes amis. C'est que la seule question que je me pose, c'est quand est-ce que ça s'arrête? Tu vois. Parce que ici, dans cette ville, tu es sous une pression financière qui est constante. Tu as toujours quelqu'un qui fait plus d'oseille que toi. Toi, tu as toujours envie d'en faire plus. Tu n'es jamais satisfait. Moi, je me souviens, j'ai eu des paliers dans ma vie, dans ma carrière en termes d'oseille. Je m'étais dit, quand j'arrive là, bah putain, c'est bon. Quand j'arrive là, bah c'est bon, j'arrête tout. Et puis en fait, quand tu es là, c'est 2 fois. Quand c'est là, c'est 3 fois. Ça s'arrête jamais, en fait. Et là, récemment, je me pose des vraies questions de dire c'est quoi la fin, en fait? C'est quoi la limite? C'est quoi le truc? Parce que passer un cap, quand tu as fait des certaines sommes, tu te dis ben déjà que tu sais les faire, donc tu pourras le refaire quand tu veux, potentiellement, que tu as l'intelligence, la matière grise pour en refaire avec le contexte de ta génération, machin, etc.
Il faut aussi avoir beaucoup confiance en soi pour dire ça, bien sûr, et en ses capacités. Mais la vraie question que je me pose, c'est quand est-ce que ça s'arrête, ouais. Et la vérité que là, j'aimerais vraiment, vraiment... Là, je vais relancer un projet. Et pour moi, ça sera, j'espère, pas le dernier, mais celui qui m'accordera une très belle pause. Tu vois ? En me disant, je vais runner ce projet, après je vais le faire runner. Et une fois qu'il est runné par l'équipe, moi derrière, je suis en automatique et il ne faut plus me faire chier pendant peut-être 1, 2, 3 ans. Tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais, où là vraiment tu prends du recul. Et je me concentre, je me focus sur moi-même, sur ma famille et sur. Je voudrais que ton fils t'appelle papa quand même. Ouais, j'aimerais bien qu'il connaisse mon prénom. Ça peut être pas mal. Ouais. Pas monsieur le docteur. Non, j'aimerais qu'il arrête quand je rentre de dire il y a le monsieur qui livre le lait. Tu vois ? J'aimerais que mon fils à 18 ans il dise pas moi mon papa il est parti acheter des clopes. Putain. Il n'est jamais revenu. Donc non, c'est vrai qu'il y a un moment, faut arrêter de déconner. Là, on a fait un truc. Quand tu as un enfant, tu sais que tu vas être son rôle modèle pour les 18 prochaines années à venir. Tu vois, il y a un moment, il faut que tu lui transmettes un minimum de trucs si tu vas pas être dans la sauce 18 ans plus tard. Tu vois. Moi, c'est hors de question que je sois dans la sauce dans 18 ans. Tu vois. Donc, il y a un moment, il faut se concentrer sur les vraies choses. Et après. Ça va aussi, bien évidemment, avec tes objectifs, qu'on en parlait au début. Il faut que tu aies atteint tes objectifs avant de pouvoir te concentrer sur ce nouvel objectif, tu vois. Mais ça ne sera plus un objectif financier, ça sera un objectif humain. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend fier ? Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent rendre fier. Tu as déjà énuméré le fait d'avoir un enfant, tout ça. Ouais. Mais parce qu'à la base, moi, je ne crois pas au mythe de gagner de l'argent pour l'argent. Parce que quand tu creuses, il y a toujours quelque chose de plus profond chez les gens. Soit c'est une quête de reconnaissance sociale, soit c'est une quête de bien matériel, soit c'est une quête de revanche, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose t'a rendu par le passé fier ou te rend fier aujourd'hui où tu te dis j'ai bien fait fermer la bouche à ces personnes ou j'ai offert telle situation à ma famille, à ma mère ou... il y a un peu de tout ça parce que je t'avoue que j'ai fait un peu tout ça sans prétention aucune. C'est vraiment très factuel. Beaucoup de prétentions. Non, mais vraiment, c'est très factuel. Voilà. Tout ce dont tu viens de dire, je l'ai fait. C'était très égocentré comme démarche, tu vois. C'était très en mode, je veux me prouver que je peux le faire, je veux me prouver que je peux réussir, je veux me prouver que machin. Et ce dont je suis le plus fier aujourd'hui, c'est de me l'être prouvé, tu vois. De me dire, en fait, c'est hyper égocentré ce que je veux dire, mais c'est d'être qui je suis devenu, même si je suis au courant que je ne suis pas la meilleure version de moi-même, mais c'est d'être qui je suis devenu, parce que je te jure, quand je vois les autres, je me dis, c'est compliqué. C'est qui les autres ? Les autres, je ne veux pas faire l'alliance, mais c'est la nouvelle génération, ceux qui arrivent, ce qu'ils ont dans la tête, les jeunes, même les mecs de mon âge aujourd'hui, tu vois. On le disait au début, c'est tu chasses le naturel et la vie en galop, tu changes pas les gens en fait. Ouais. Et moi, il y a des gens, des fois, je les regarde, je me dis, qui prétendent à des trucs que, par exemple, moi j'ai, et je sais ce que j'ai dû faire pour avoir ça, je sais par où j'ai dû passer pour avoir ça, je sais comment ça a été dur. Et quand je vois l'autre qui le veut, qui pense qu'il le veut fort, mais je sais qu'il a aucune des qualités qu'il faut pour l'avoir, et que ça va rester un doux rêve pour lui, je me dis, moi, je suis fier de l'avoir fait, de l'avoir eu. Et honnêtement, pour moi, tout est une question de caractère. Tu vois, tout est une question de caractère. C'est soit tu es un alpha, soit tu es un bêta. Soit tu te fais manger par la ville. Ouais, non, mais en fait, c'est ça, gros. Je te le dis sincèrement, on rentre peut-être dans des discours de connards. Mais en vrai de vrai, la vie, c'est ça. Après, moi, je sais pas, peut-être les Français qui vont regarder ça, ceux qui habitent en France, c'est un autre mode de vie. Il y a moins de stress, il y a moins de compétition, il y a machin. Mais cette ville, quand ça fait 10 piges que tu es là, ça te forge un caractère, ça te forge une ligne de conduite. C'est une ville d'hommes, tu vois. C'est pas une ville pour les enfants. Les gens qui viennent un peu naïfs, un peu candides, en disant ouais c'est bon, j'ai fait mes 10 000 premiers euros, ça va continuer, ça fait 2 mois que je le fais, ça y est, je viens arriver à Dubaï. Mec, ils vont vite faire marche arrière, vite faire marche arrière,
Parce que tu rentres dans un système, tu mets le pied dans un engrenage où il va falloir que tu overperformes. C'est pas que tu vas falloir performer, il va falloir que tu overperformes pour maintenir les standards, tu vois. Moi, ma quête depuis peut-être 2-3 ans, c'est même pas de monter, tu vois. C'est de maintenir les standards. Ah ouais. Et maintenir les standards, parce qu'à chaque fois, quand tu gagnes plus d'oseille, tu as d'autres standards. Mais tu veux pas Parce redescendre. que l'inflation ici, elle est chambée. Vénère. Bah oui, l'inflation, elle est vénère. Moi, ça fait 10 piges que je suis là, je suis arrivé, c'était pas ces prix-là, c'était pas... Ouais. Tu pouvais vivre un peu low-key, tu vois, tu pouvais gagner peut-être 4-5 000 euros. Alors attention, je vois déjà les gens qui nous regardent à dire 4-5 000 euros, mais c'est énorme. Machin. Vous êtes dans une ville la plus chère du monde, machin. Vous avez des salaires qui sont équivalents à votre niveau de vie aussi. On paye mieux les gens ici. Les gens sont mieux rémunérés ici pour certaines nationalités, bien sûr. Ouais. Donc vous gagnez potentiellement plus d'argent ici. C'est plus facile de faire plus d'argent ici. Par exemple qu'en France, où moi j'estime qu'en France, l'ascenseur social, il est cassé. Tu vois, on ne veut pas que tu réussisses en France. Ici, c'est le champ des possibles qui est ouvert. Tu fais des rencontres de ouf que tu n'aurais jamais fait ailleurs. Tu vois, le dernier exemple que j'ai en date, et je termine ce monologue là-dessus. Là, t'en peux plus, là. Non, mais c'est vraiment, tu vois, par exemple, là, il n'y a pas longtemps, il y a eu le IFX Expo là, à Dubaï. Il y a eu, tu sais, la réunion de tous les brokers, des propres firmes et tout, le salon, le grand salon. Moi, j'ai approché des gens dans le domaine du trading que je n'aurais jamais approché, jamais pu approcher si j'étais en France. Ouais. Tu vois, genre Metacote, IC Market, tout ça. Moi, j'ai négocié mes spreads là-bas avec eux. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien ça. Mais si je suis en France, demain, il se passe quoi? Il se passe rien, tu vois. Donc ici, tu es au centre du monde, là où tout se passe. Et voilà, pour le truc, quoi, tu vois. Mais tu sais que la France, c'est un vrai sujet. Par exemple, je sais que ma mère, moi, elle veut faire sa retraite ailleurs. Tu vois, c'est un sujet aussi. Faudrait que je lui fasse visiter les Émirats pour voir si ça lui plaît. Elle va pas kiffer, à mon avis. Elle va pas kiffer. Le climat, c'est pas bon. Ouais, c'est pas ouf. Mais tu vois, elle pense à l'Espagne ou autre. Mais la France, c'est devenu... Après, je fais l'ancien alors que, tu vois, je suis super jeune. Ouais. Donc pour vous, ça doit être encore pire. Mais moi, quand je vois la France, tu vois, c'est comme si... tu vois tes amis d'enfance, par exemple. Tu sais que la direction qu'ils prennent, ils vont se prendre un mur. Mais tu le sais, toi, tu le vois. Tu think outside the box. Tu vois la direction qu'ils sont en train de prendre et tu te dis, mais comment eux, ils peuvent pas voir ça? C'est une question de prisme. Par exemple, tu sais, le schéma classique de faire des études, machin. Et pour eux, ils sont persuadés de suivre le chemin qui va leur faire réussir leur vie. Moi, quand j'ai commencé le business en ligne, je me suis fait matraquer la gueule. Je me suis fait allumer la gueule. Les gens m'ont dit, mais t'es complètement ouf. Et en plus, moi, je viens d'une petite ville, tu vois. Je viens pas de Paris, Lyon, Bordeaux, quoi. Je viens de Vichy, frère. La ville la plus connue et qui est la plus proche, c'est Clermont-Ferrand. Donc, t'arrives avec tes grandes ambitions, etc. Eux, vraiment, c'est le terme, ils te matraquent la gueule. Donc, j'ai perdu beaucoup de gens comme ça. Et en fait, je vois que ce qui a été vrai il y a 10 ans, quand tu te renseignes un petit peu sur comment le pays a évolué, tout ça, c'est complètement faussé aujourd'hui. Tu vas faire ton bac plus 5, 8, 10, 12 et tu vas te faire allumer, par l'État. Que ce soit en termes d'impôts, que ce soit en termes de conditions de vie, que ce soit en termes de tout. Là c'est de pire en pire. Hein. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que le voyage et il n'y a rien de mieux qu'aller voir ailleurs ce qui se passe pour comprendre que l'élément de comparaison, en fait, c'est tellement important dans ta réussite perso, dans ta réussite pro, l'élément de comparaison. Tu vois, ce que tu fais ici, moi, je te l'ai dit en arrivant, Dubaï, ça va t'ouvrir les yeux. Ouais. Ça va t'ouvrir des yeux sur le business. Tu vas avoir un regain d'énergie, tu vas avoir des idées qui vont venir, tu vas fréquenter des gens qui sont... Tu vois, c'est toujours pareil. C'est dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Tu vois ? Donc, tu vas fréquenter des gens qui ont fait plus que toi, qui ont fait mieux que toi, basé sur un modèle américain. Donc, personne ne sera jaloux de toi. Tu ne seras pas jaloux d'eux. Tu vas vouloir savoir, tu vas vouloir connaître. C'est très vrai. Donc, tu vas plus écouter que parler. Ouais. Et tu vas voir que tu vas grandir de ouf dans ton entrepreneuriat parce que tu as fait cet effort de dire je me casse de la France. C'est pas je me casse de la France, mais c'est de dire
je vais voir ce qui se passe ailleurs. Ouais, c'est plus ça en plus. Si l'herbe est plus verte ailleurs, et croyez-moi les gars, elle est largement plus verte ailleurs. Même pas tondue et tout, et pelouse partout, elle est bien plus verdoyante. En plus, tu sais, moi j'ai développé une théorie, c'est un truc que tout le T'es un monde... théoricien, toi. Ah, Tu moi, je suis développes un beaucoup de théoricien, théories, toi. mais comme je t'ai dit, c'est... Ouais, ça va vite Tu sais, là-dedans. on dit souvent qu'on se rend compte de la valeur de quelque chose quand on l'a plus. Ouais. Et ça s'est confirmé avec beaucoup de choses. Par exemple, plus jeune, je méditais. Parce que tu sais, les gens disaient, ouais, il faut faire la méditation, tu sais, Miracle Morning, les Savers. J'ai médité tous les jours pendant 2 ans. Je ne voyais pas les effets. J'ai arrêté la méditation. J'étais beaucoup plus à fleur de peau, beaucoup plus colérique, tout ça. Et je dis, ah, c'est donc ça que la méditation m'a apporté. Pareil avec, je sais pas, des compléments alimentaires. Là, tu peux prendre, je sais pas, de la whey, de la créatine, des BCA. Je prenais, je disais, mais ça sert à rien cette merde. J'arrêtais, je disais, ah ouais, c'est ça que ça a apporté. Et tu vois, la France, aujourd'hui, il y a des choses qui me manquent. Tu vois, il y a des choses qui me manquent. Tu sais, la seule chose qui manque ici, c'est grave. C'est la charcuterie. C'est la charcuterie. Tu vois c'est la charcuterie. Et tu vois, non mais et les gens vont se dire non mais il est con, il fait ça pour le storytelling, pour la vanne. Mais je peux vous garantir que la seule chose qui vous manque en France en arrivant ici, le seul manque à gagner, c'est la charcuterie, mon pote. C'est clair. Bah, il y a rien d'autre. Il y a rien d'autre que je me dis. Tu peux acheter du porc quand même ici, hein, mine de rien. Ouais. T'as des sections. Non mais en vrai, je dis supermarchés. charcuterie, mais c'est surtout le fromage. Le fromage, fromage pareil, tu peux acheter. Ouais. Après, ça coûte une blinde, tu vois. Quand je dis une blinde, c'est 10 € le fromage, quoi. Ouais. Bah, tu sais, en France, ça fait longtemps que c'est pas allé. A priori, ouais. Non, mais c'est vrai, c'est la France. En fait, la France, c'est bien à petite dose. Moi, tu vois, ça fait des années que je reviens plus tellement en France. Quand je reviens, c'est des passages éclairs. Je suis content d'y rester 3-4 jours. C'est vrai. Ouais, je suis content. 3-4 jours. Ouais, parce que je fais mes petites malades, je dis bonjour à mes anciens amis, je dis bonjour, je veux voir ma famille, etc. Mais après, c'est merci, au revoir. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a rien à faire. C'est triste. Les gens se déplacent pas pour toi. Tu vois que tu rentres dans un quotidien morose de ouf. Tu vois la tête des gens, ça, ils veulent même pas te demander comment ça va toi parce qu'ils savent que ça va mieux qu'eux et donc le fait que toi ça aille mieux qu'eux, ça leur rappelle que leur vie elle est moins bien et que tu vois, donc t'as des discussions qui sont en surface parce qu'il faut surtout pas que leur médiocrité elle se revienne dans leur gueule et tu vois ce que je veux dire. J'aime quand tu dis des mots comme ça. Ouais, voilà. Mais je suis peut-être passé pour un gros con. Mais, c'est possible. Mais bon, en tout cas, c'est ce que je pense. Et du coup, ouais, la France, c'est... Voilà, moi, je dis qu'il faut aller voir ailleurs. Et après, quitte à revenir, quitte à revenir, hein, mais au moins aller voir ailleurs, il faut que les gens essayent et qu'ils se comprennent que la France, c'est pas une fin en soi et que là, ça devient très compliqué. Ça fait des années que c'est compliqué, mais que là, pour la jeunesse, ça devient très, 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 très chaud. La preuve en est, hein, tu vois, tous ceux qui veulent se mettre au trading, pourquoi? C'est quoi les motivations? C'est être riche, libre, machin, etc. Pourquoi? Parce qu'en France, tu gagnes pas d'oseille, parce qu'en France, tu peux rien faire, machin, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. C'est alarmant. Moi, j'ai une question pour toi, Bronx. Ouais, attends, question pour toi. C'est bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au. Non. Non, mais du coup, toi, puisque tu es arrivé il y a 3 mois à Dubaï, 3-4 mois à Dubaï. 3 mois, ouais, c'est ça. Ouais, 3 mois. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu es heureux, par exemple? C'est une très bonne question. Et tu sais que la réponse va te surprendre parce que moi, j'ai la chance, et ce depuis des années, à chaque fois qu'on me pose cette question, je réponds oui. J'ai jamais compris le débat qu'il y avait par rapport au bonheur, tu sais, de la carotte dont tu expliquais. Moi, je suis vraiment heureux. Et ce, depuis des années. Ouais. Parce que déjà, d'une part, je ne me pose pas de questions. Tu vois, le truc de... Les petites bulles de bonheur dont tu parlais. Ouais. Bah, moi, j'ai l'impression que c'est des bulles d'oseille, moi, dont je parlais. C'est pas des bulles de bonheur. Parce que ça fait référence à une autre conversation. Ah ouais, c'est pas des bulles de bonheur. Non, mais tout à l'heure, on disait que tu pouvais capter le bonheur sur des moments éphémères. Des petits instants, voir ta femme heureuse ou la connexion avec ton enfant. Ouais. Et j'ai l'impression, en ce qui me concerne, c'est plus ça pour le malheur, tu vois. C'est des petits moments dans la vie de malheur où je me sens pas bien, déprime, machin. Et c'est marrant parce que quand j'étais en STAPS, ma première année de STAPS, avant même que je commence le business en ligne,
Donc ça commence à remonter je dis, ouais, avant que je commence le trading, donc il y a à peu près 6 ans, 6-7 ans. J'ai souvenir de sortir. J'ai un souvenir de moi qui sort du gymnase. Je faisais du jiu-jitsu. Et je me pose dans la voiture. Je mets la musique, c'était PNL. Et, et là, en fait, je sais pas, j'avais l'impression d'avoir atteint une paix et qui m'a jamais lâché depuis. Ok. Et ça venait parce que, en fait, si tu veux, j'ai eu la chance, enfin, ou la chance ou pas, je pense d'avoir une concentration de malheur dans ma vie dès le début. Beaucoup de décès, ouais, beaucoup de décès, beaucoup de séparations, beaucoup de conflits. Ma mère à l'hôpital. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées en fait à mes débuts de vie. Et c'est comme si, en grandissant, bah, j'ai pas vécu la guerre, tu vois. Mais, non, mais tu sais apprécier plus qu'un autre les moments d'accalmie, les moments de. Exactement. Ouais, ok. Exactement. Et ouais, moi je suis très heureux. Très heureux. Il y a des moments où j'ai des remises en question, des doutes, des trucs, mais moi je suis vraiment heureux. Et je peux te le dire. Bah, ça fait plaisir à entendre. C'est beau. C'est beau. Ouais. C'est beau. Après, peut-être que si le jour où j'ai un enfant, je me rendrai compte que j'ai jamais été heureux. heureux. Avec un enfant, hein. Tu sais, t'as des gens qui n'ont jamais d'enfant, qui ont trouvé leur paix intérieure, leur bonheur, etc. Tu vois. Donc, non, mais c'est bien à entendre et c'est peut-être ça aussi qui va te donner la force d'avancer sereinement et de pas tout le temps te poser la question de quoi demain est fait, quoi. C'est ça. Ceci dit, j'ai réussi à capter ce qui me rendait le plus heureux. Par contre, ça c'est un vrai truc. C'est un truc que j'invite les gens à le faire en vérité. Tu sais, parfois la vie, c'est juste une question d'addition, de soustraction. Il y a des trucs qui te rendent pas heureux et des trucs qui te rendent heureux. Donc autant faire ce qui te rend le plus heureux le plus de fois. Ouais, et moi, c'est d'être au contact des gens. Là où je me sens profondément mal, c'est quand je suis pas au contact des gens. C'est pour ça que je dis que mon arrivée à Dubaï, elle était catastrophique parce que je voyais personne. Ouais. Tu vois. Et maintenant que je vois un peu plus de monde, bah, je kiffe. C'est pour ça que je veux faire la conférence aussi. Tu vois, Chrysalie. Ouais. Parce que. La conférence dans laquelle je serai speaker du 11 au 16 juillet 2025 dans le sud de la France. Ça y est, tu parles bien de cette. Tu parles bien de cette conférence. Je parle de. Le lien est dans la description. Je parle de cette conférence. Bah, du coup, ça fera l'occasion d'être 2-3 jours en France pour voir les gens moroses et après revenir. Non, mais on va leur apporter du bonheur. Tu vas leur apporter du bonheur. mais ouais, moi, c'est vraiment au contact des gens. Où je me rends compte que c'est ça qui me drive. Est-ce que ça fait pas écho à ton passé de MLM un peu ça? C'est possible. Parce que finalement, c'était aussi ça, c'était galvaniser les troupes, c'était être un peu, tu vois, le chef d'orchestre de tout ça, inspirer, donner envie, l'idée. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est sûr à 100%. Est-ce que tu dirais que ton MLM a défini ton activité de MLM a défini l'entrepreneur que tu es aujourd'hui? Ouais, complètement. Alors là, je t'envoie des questions là, mon pote. Là, ça y est. Les réels. Les réels qui va couper avec ça. Oh là, vous allez être bombardé hein, sur YouTube. Alors, le spam. Donc, attends, je la repose comme ça, on pourra bien la cut. Vas-y. Bon, est-ce que ton passé dans le MLM t'a fait devenir l'entrepreneur que tu es aujourd'hui? Sans aucun doute, ouais. Parce que le MLM m'a rien apporté d'un point de vue concret, tu vois, en termes de data pour le trading, pour tout ça. Ça m'a rien apporté de dense là-dessus. Ouais. Par contre, ça m'a apporté le truc de, bah, c'est ça que je veux. Tu vois, ça m'a apporté la vision de, mais moi, ce que je veux, c'est être au contact des gens, faire des événements. Qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents dans la vie? Ma mère a toujours été femme au foyer. Okay. J'ai eu la chance d'avoir une maman qui s'est occupée de nous pendant toute notre enfance. Et mon père était chauffeur routier. Il est encore chauffeur routier aujourd'hui. Est-ce que tu dirais que le fait que tu sois devenu entrepreneur, il y a un lien familial avec ça? J'ai jamais été baigné dans l'entrepreneuriat en fait. Moi, je suis arrivé avec mes grands rêves. La première fois que j'ai parlé d'entrepreneuriat à ma mère, c'était à la naissance du dropshipping. À l'époque, il y avait Léo Guillot. Je sais pas si tu vois qui c'est. Non, je connais pas. Des premiers gars à faire du contenu sur le dropshipping. Et j'avais 16 piges. Et moi, j'étais baigné dans le monde du développement personnel à la base. Et tu sais, quand tu commences un pied dans le dev perso, moi, ce que je connaissais, c'était la méditation, lire des livres, le sport. Et puis, petit à petit, le business arrive dans ce grand monde du dev perso. Et donc, moi, j'ai dit à ma mère, moi, je veux faire de l'argent, je veux faire comme ce que je vois sur Internet.
Et j'avais lancé une première boutique sur Shopify. Ma mère m'avait prêté sa carte bancaire pour faire du Facebook Ads. Ok. Ça n'avait pas marché. Au bout de 3 jours, je chialais. Je dis, au sens propre, je chialais. J'étais très sensible. J'étais très sensible dans le développement personnel. Fallait que je me développe fort parce que là, j'étais très weak. Et donc, j'ai beaucoup de gratitude pour ma mère parce qu'il y a vraiment une dissonance entre son monde et le mien. Ouais. Et elle m'a... Mais pourtant, elle t'a aidé à rentrer dans le tien. Ouais, exactement. Mais sinon, j'ai aucune touche avec l'entrepreneuriat. Enfin, il n'y a rien qui justifie cette volonté d'entreprendre, à part les problèmes d'oseille. Tu vois. Et dans ta manière aujourd'hui de manager tes équipes et d'être quitté en entrepreneuriat, est-ce que tu retrouves plus de ton père ou de ta mère finalement? Oh putain. C'est quoi cette Mec, tu voulais question? de la question, je t'envoie de la question. Oh, c'est mon interview ou c'est ton interview? Bah, factuellement, toi qui aimes bien le mot factuel. Voilà. Bah, ok. Ah, putain, j'en sais rien, mec. Je suis dans le deep là, je t'envoie des questions deep. Oh, putain de merde, j'en sais rien, je retrouve... Est-ce que dans tes réactions avec ton staff, tu dis tiens, bah, c'est plus comme ça que mon père réagissait avec moi ou plus comme ça que ma mère réagissait? Parce que par exemple, il y a un truc qui est notable chez toi, c'est l'art oratoire. Par exemple, ça c'est un truc qui te fait kiffer. Tu sais que t'aimes bien le vocabulaire, t'aimes bien la langue française, t'aimes bien avoir un vocabulaire élaboré. Ça vient d'où ça par exemple selon toi? Je pense que ça vient... pareil, ça vient de ni l'un ni l'autre. J'ai gardé beaucoup de choses de mes parents. Je dis pas qu'ils m'ont rien apporté, mais le truc de l'art oratoire, ça vient de la musique. Moi, je faisais du rap. Je sais pas si t'es au courant de ça. Ça se trouve, tu découvres un truc. Quand tu fais du hip-hop, derrière, ça dérive souvent. Je faisais du rap. J'aimais bien. J'aimais beaucoup la fiction aussi. Ouais. T'es un créatif, quoi. Ouais, c'est plus ça. Et donc, ça s'est développé. Et puis, le MLM aussi, tu vois, ça m'a apporté. Tu parles au quotidien. J'ai fait de la vente aussi en tant que vendeur dans une boutique. Donc, tu es toujours au contact des humains. Ça t'amène à enrichir ton langage, lire. Ouais. Est-ce que c'est pas une sorte de validation d'autrui d'avoir un langage tu sais, le fait que tu veux utiliser des grands mots, faire des belles phrases, etc. Est-ce que finalement, c'est pas pour te faire pour cacher le timide que tu es réellement? C'est possible. C'est possible. Tu vois? C'est possible en vérité. Parce qu'en général, quand les gens qui utilisent des grandes phrases, des beaux mots comme ça, etc., c'est parce que ils décentrent l'attention de ce qu'est vraiment celui qui est derrière, tu vois? C'est vrai. C'est que moi, je suis un électron libre, donc je suis très volatile. Je peux à la fois être très, très virulent et dire beaucoup de gros mots, tu vois, beaucoup de grossièreté. Ouais. Et à la fois avoir un langage très soutenu. Et moi, ce que j'aime, c'est créer un doux mélange. Tu vois, par exemple... le doux mélange. Déjà, le doux mélange, ça sonne comme une poésie, mon gars. Ah ouais, Je te le dis, là, mon oreille. Je crois que je le fais exprès. Mais non, mais tu vois, je peux très bien parler de la chronologie du scam et ensuite balancer des insultes comme ça en mode... non, j'en sais rien, je dis n'importe quoi là-dessus. Okay. Mais ouais, c'est peut-être un moyen aussi de... Parce que disons que à la base, moi, l'écriture, c'était une manière... parce que ça, c'est assez dingue. À la fois, je te dis que je suis très heureux. À la fois, si tu écoutais mes textes quand je faisais de la musique, si tu lis mes textes, tu dis, mais putain, le mec est dépressif, quoi. Ouais. Il y a un écart de ouf entre ce que j'écris et ce que je vis. Ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, j'écris beaucoup moins. Parce que je trouvais ma muse, elle était dans ma souffrance. Tu continues d'écrire des textes? Ça m'arrive de temps en temps, ouais. Ça m'arrive de temps en temps, mais c'est plus rare. T'es un écorché vif, toi. C'est-à-dire? C'est-à-dire que t'as une douleur en toi, quoi. T'as une souffrance en toi qui est restée là. Faut que ça sorte, quoi. Tu veux pas nous faire un petit freestyle, là? Non, envoie un freestyle. Tu veux que je peux te mettre un beatbox? Tu sais quoi? Envoie-nous un freestyle. Tu veux un beatbox? Non, je veux que je joue un freestyle. Non, pas un beatbox. Tu n'auras pas de freestyle. Vous n'aurez pas de freestyle. Non, freestyle, libre style. Par contre, en bas, dans la voiture, je te ferai un freestyle si tu veux. Ah, ok, bah pourquoi pas? On n'est pas dans une voiture là, peut-être? Parce qu'il n'y a pas de prod et que c'est extrêmement gênant comme question. Arrête, dévoile-toi un peu. Ils veulent de l'authenticité sur YouTube. Là, ils ont eu beaucoup d'authenticité, je trouve. Ouais, c'est vrai. Non, mais il faut savoir que je suis très pudique avec ma musique en plus. C'est vrai? Enfin, en tout cas, c'était quand j'écrivais. T'écris pour toi ou t'écris pour les autres? Cette question, Toast me l'a posée. Ouais. Et comme j'aime pas répondre, tu vois, juste parce que ça fait joli de dire ouais, je le fais pour moi, j'ai creusé la réponse. Et en vrai, je le fais un peu pour les autres aussi. Ouais.
Ouais, peut-être un sentiment d'approbation, d'être validé, de machin, tu Ouais. vois, il y a aussi de ça. Mais à la base, je le fais pour moi, et je trouve ça trop dommage de le garder pour moi. Et c'est pour ça que j'ai arrêté la musique. Parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ça faisait partie des questions que je voulais te poser. Qu'est-ce que tu as dû sacrifier dans ta vie pour gagner de l'argent? Et je voulais faire le lien. Moi, parmi ces choses-là, j'ai sacrifié la musique pour gagner de l'argent. Moi, c'est mon âme. Bon. Oh, c'est juste mon âme. Il n'y a pas grand-chose, hein, tu sais, c'est un truc. Il n'y a pas grand-chose. Qu'est-ce que j'ai sacrifié pour... Qu'est-ce que j'ai sacrifié pour faire de l'argent? J'ai sacrifié mon temps. J'ai sacrifié... Mais est-ce qu'il y avait une passion ou une carrière que tu Bah voyais oui, vivre dans oui, le moi, j'ai basket, j'en sais sacrifié, rien. voilà, exactement, le basket, parce qu'à l'époque, moi, j'étais un très grand passionné de basket. J'ai quand même joué à un bon niveau. Et c'est vrai que bah là, tu vois, pour le coup, c'est la seule truc. Alors, en vrai, je peux pas en vouloir à mes parents quand je vois comment j'ai tourné, même si je sais que j'ai tourné comme ça grâce à moi et que je suis un peu self-made man pour être honnête. Enfin, il y a personne qui m'a jamais vraiment poussé, même si j'ai eu une bonne éducation, mes parents, j'ai jamais manqué de rien et tout. Mais c'est vrai que ça, par rapport à mes parents, tu vois, parce que moi, je voulais être basketteur professionnel. Et il y a une petite fenêtre dans ma life où j'aurais pu l'être Ah ouais. très tôt, vers 15 ans, où je pouvais aller à l'INSEP Ah oui, en d'accord. sport-études, etc. Alors, je sais plus si c'était 15 ans, je sais plus, mais bon, jeune. Mes parents ont été catégoriques, ils ont dit non, ils ont dit non, tu pourras pas en faire un métier. Et, c'est pas, il y a trop peu, il y a trop d'appelés, peu d'élus, donc non, change d'idée. Voilà. Donc ça c'est un peu ouais, ça a été done, tu vois, c'était clair et net, tu vois. Donc Putain. c'est un peu le truc que j'ai sacrifié. Ça a été ouais, bah, j'ai sacrifié peut-être une belle carrière de basketteur. J'ai sacrifié quoi? J'ai sacrifié beaucoup de temps, hein, parce que tu sais l'entrepreneuriat c'est un chemin solo, hein. Tu roules seul, tu meurs seul, hein. Tu sais, Mm. t'as beau être entouré. C'est toi, tes risques, tes décisions, et quand Ouais. ça va, tout le monde est là. Quand personne n'est là, enfin quand ça va pas, il y a plus personne, tu Mm. vois. Comme dans la vie en général, hein, toute ta vie, ta femme, enfant. Bah, après, tes enfants grandissent, ils font leur vie, ils sont plus là. Mais au final, sur ton lit de mort, t'es en solo, tu vois. Ouais. Donc l'entrepreneuriat, c'est pareil. Donc ouais, je dirais que j'ai sacrifié peut-être une pseudo carrière de basketteur Ok. beaucoup de temps, ouais, beaucoup de temps, beaucoup de loisirs, une jeunesse peut-être, tu vois. Une jeunesse. Une jeunesse, ouais. J'ai peut-être sacrifié une jeunesse, ouais. Que tu essaies de rattraper aujourd'hui ou pas? Franchement, bonne question, mec. Ouais. Pas que j'essaie de. Pas conscient, je suis pas conscient de ça, mais je pense qu'il y a un peu de ça, ouais. J'ai envie de kiffer les moments que j'ai pas eu. Parce qu'en fait, dans la life, tu vois, ton objectif, c'est de faire de l'oseille. Quand tu as de l'oseille, après, tu vois, c'est toujours les steps. Après, il faut que tu aies une femme. Après, quand tu es une femme, il faut que tu te maries. Après, quand tu te maries, il faut que tu aies un enfant. Après, quand tu as un enfant, il faut que tu aies une maison. Après, quand tu as une maison, tu vois, genre en gros, Ouais. chaque étape, tu n'as pas le temps de le kiffer parce que tu es on to the next one. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, c'est vrai que moi, pour le coup, je pense que, ouais, c'est pas une connerie ça. Je pense que j'essaie de rattraper un peu la jeunesse que j'ai pas eue. Euh, dans le respect, hein, bien sûr, de ma femme, de ceux qui m'entourent et tout, tu vois. Mais ouais, bien sûr, j'essaie de rattraper ça, ouais, c'est sûr. C'est sûr Mm. que je chéris ces moments, ouais. Je Le chéris vraiment ces moments, ouais. moment de beurrage. Ouais. Enfin, Non, mais les moments, tu vois, moi, par je exemple, déconne. je suis un gars de la nuit, parce que la nuit, c'est le seul moment où personne me fait chier, tu vois. Parce que dans mes business, on me téléphone pas la nuit, on me WhatsApp pas la nuit. La nuit, chez moi, tout le monde est couché. Tu vois. Ouais, C'est ok. le seul, c'est le me time que j'ai, que je chéris tellement, et c'est pour ça que je me couche très tard, parce que psychologiquement, j'ai pas envie que ça s'arrête. Tu vois. Moi, Mm. ma vraie vie, entre guillemets, elle commence à 20h, 21h. Tu vois. Quand je sais que j'ai peut-être jusqu'à 3-4 heures du matin pour vraiment être en full égocentrique et manger ce que je veux manger, faire ce que j'ai envie de faire, parce que je sais que c'est le moment où je suis seul, où Ouais. ma femme ou ma famille sont en couché, machin, etc. Tu vois, où je sors où j'ai envie d'aller, etc. Toujours bien évidemment dans le respect, tu vois. Ouais. Super intéressant. Cette question, je voulais te la poser parce que, bah, pour le coup, Mathis, c'est un peu Ouais. la même chose. J'ai déjà eu cette conversation avec lui. Et moi, je me suis toujours enfin, naturellement senti plus nourri auprès de personnes plus âgées que moi. Ça a toujours Ouais. été un truc. Ouais, bah ça, je te le dis, hein. Moi,
ça a été game changer dans ma vie aussi. Hein. Ouais. Moi, j'ai toujours traîné avec des gens plus âgés. Même au basket, quand je jouais au basket, je jouais avec des meilleurs que moi, avec des gars qui, quand j'étais Benjamin, je jouais avec des cadets. Quand j'étais cadet, je jouais avec des seniors. Il n'y a aucun débat là-dessus. Le seul moyen de progresser, c'est de jouer contre meilleur que soi. C'est sûr et certain. Donc ça, je te rejoins à 200%. Ça, c'est clair. Et Dieu sait à quel point tu es meilleur que moi. Et ça part en... Ça n'a rien à voir. J'ai plus de temps de vie que toi. Voilà. Si on nous met tous les deux Plus de à XP. 34 ans, je dis sincèrement, tu nous mets tous les deux à 34 ans. Si déjà tu nous mets tous les deux, moi je reviens à 24 ans, t'es au-dessus, mec. Hein. Moi j'étais pas là où t'étais à 24 ans, mec. Hein. Je gagnais très très bien ma vie, mais pas comme toi. Donc j'étais non, tu vois. Donc toi, si tu te mets à 34 ans, proportionnellement, t'es censé être bien au-dessus, tu vois. Oui, et puis est-ce que le plus important, c'est pas les moments humains qu'on est en train de vivre là? Si, c'est ça, c'est passer des heures en podcast à tout, à rien dire. Je sais même pas comment tu vas appeler cette vidéo, mec. Bon courage à toi. J'en sais rien. Tu sais quoi, même moi, j'en sais rien. Ça me saoule de Moi, faire. il m'a saoulé De ce toute façon, ça me podcast. saoule de faire des vidéos Il YouTube. m'a là. saoulé ce Ça- podcast, putain. Non, mais franchement, mec, c'était vraiment un plaisir. Ouais, merci à toi pour l'invitation. C'était cool, des discussions open mic comme ça, open heart. Ouais, il fallait bien après le précédent podcast faire quelque chose de. Ouais, sérieux. un peu plus mesure, un peu plus sérieux, parce que cette saloperie qui va sortir, moi, je fais, viens, on lance à Paris. Moi, je laisse un petit 48 heures avant que la chaîne soit ban. Ah, mais tu penses vraiment qu'elle peut Ouais, être c'est ban? sûr. Ou alors, faut que je bip tout. Faut que. Mais c'est pas sérieux? possible. Ah, c'est pas possible. Faut que je mette des pixels, tu sais, sur tous les trucs, tu vois. Faut que je mette des Mec. pixels sur partout. Faut que c'est pas possible. Le monteur, il va saigner du nez. Le monteur, il va monter comme ça. Alors, à 9 minutes 30, qu'est-ce que je fais, Matt? Parce que là, ça fait 9 jours que je suis dessus. Non, c'est pas possible. Non, franchement, c'est très très chaud. Mais Ouais, bon, vite, je m'en fous. Moi, j'ai envie de faire ce que j'aime. Ouais. Prendre le contre-pied de tout. Hier, j'étais en train de travailler un peu pour le contenu de la semaine. Ouais. Et à un moment, ça m'a saoulé. J'ai sorti la Osmo Pocket, la caméra. Je l'ai posée. Je me suis mis à parler à cœur ouvert pendant peut-être 30 minutes. Ouais. Je sais pas, en fait, j'étais en train de bosser et je dis, en fait, ça me casse les couilles de devoir faire comme tout le monde. Ouais, je Tu sais, comprends. vraiment, ça me casse les couilles. Là, un podcast comme ça, on est posé et tout. Tu me diras, c'est un peu comme tout le monde. Tout le monde est dans des beaux studios, machin. Mais je sais pas, c'est plus authentique. Je préfère que les vidéos. Je sais pas, je suis avachi. Non, mais faut faire ce que t'aimes en vrai. Tu vois, c'est travailler passionné. Vous aurez jamais l'impression de travailler. Tu vois, ouais, c'est ça. faut faire ce qu'on aime. Tu vois, moi, ce genre de truc-là, c'est peut-être pas conventionnel, c'est peut-être pas ce que les gens attendent, machin, mais c'est ce qu'on a envie de faire. Tu vois. Et si vous voulez voir autre chose, Même et me si suivre. le contenu que vous voyez ne vous plaît pas, bah faites-le le contenu. Devenez le contenu que vous voulez consommer. Moi, c'est du contenu comme ça que j'aimerais consommer. Tu vois, des mecs qui parlent vrai, qui partagent de l'expérience, qui parlent sur un podcast de trading, qui parlent 2 minutes de trading et 2 heures et quart de n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai. Parler trading, c'est chiant parler trading en vrai. Tu sais, t'as vite fait le tour avec les Non, gens. mais tout est on a déjà dit, et puis il faut arrêter de juger les mains. Faut arrêter de juger l'humain par le trader qu'il est ou qu'il y être. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'il y être. Ah non, mais toi, t'es trader, toi. Non, mais j'ai pas compris la formulation. Non, Ouais. mais je dis, faut arrêter de juger l'humain par le trader qu'il dit être. Ah, qu'il dit être. Qu'il dit Putain. être, ouais. Tu vois? C'est tout. Ouais. C'est pas parce que tu dis que t'es un bon trader que je vais plus t'aimer. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Donc voilà. Vu que tu commences à avoir 2-3 hémorroïdes, on va stopper le podcast. Ok. Sale bâtard. C'est vrai que je bouge partout. Je suis... Ah là, t'en peux plus, là, je le connais, là. Comme ça. Là, Ouais, je le connais, il en peut plus. Là, j'ai faim Allez, et je manque de glucides. Vas-y, envoie-nous ton outro, là. Ouais, petit Envoie-nous outro. la fin, envoie-nous Non, la mais conclusion. l'outro, en fait, ça va être simple. C'est déjà te remercier. Merci d'avoir accepté. Ouais, Au-delà de ça, merci de m'avoir contacté aussi parce que tu es la première personne qui m'a contacté ici qui n'a pas fait preuve de. Comment on dit comment on qualifie être hautain, mais genre le mot, tu vois? Le lotinerie. On va appeler ça le- d'autisme. Merci de ne pas avoir fait preuve d'autisme avec moi. De rien. Non, mais c'est important de le dire parce que je te l'ai déjà dit en off, mais je peux le dire en on, ça change rien. Vraiment, Matt, c'est une super personne. Sympa. Moi, il faut savoir que c'est un membre de mon équipe qui m'avait parlé de toi avant que tu me contactes et j'avais oublié qu'il m'avait parlé de toi. Et après, on a fait la connexion, on a fait ah, c'est cool. Donc ça vaut la peine. J'ai regardé ton contenu, j'ai vu que tu disais des choses qui étaient pertinentes.
Du coup, je me suis dit, bah, let's go. Après, de fil en aiguille, on a continué à se capter. Et c'est toujours des bons moments, bons échanges. Et fallait que je t'invite sur ma chaîne. C'était l'occasion, tu vois. Bah allez, je te rendrai l'appareil. La prochaine, elle est sur la mienne. Allez, La prochaine est sur la mienne. Bah, avec vas-y, une interview bien préparée Oh, aux le petits oignons, salade tomate oignon là. Il va me foutre dans la sauce. ça y est. Ah, Mais en ça tout va cas, être- voilà, on va pouvoir retrouver ta chaîne, tes différents réseaux dans la description parce que je mets les réseaux de mes invités dans la description. C'est important de le préciser. Tout le monde ne le fait pas dans l'industrie. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait, oui, je sais. Ils ont fini par le faire. Bah, parce que tu as demandé. C'est vrai que tu as beaucoup de pouvoir, toi. Tu as beaucoup de... C'est n'importe quoi. Si, on a mangé dans un restaurant et tu m'as quand même dit, tu vois ici, il faut minimum 2 mois pour pouvoir avoir une table. Je sais plus, tu m'avais dit un truc comme ça. Et bah moi, j'ai réservé pour à 18h pour 22h. Non, mais c'est vrai qu'à Dubaï, c'est chiant. Faut toujours prendre des réservations. Ouais. C'est chiant. C'est chiant. Bon, en tout cas, merci à toi, Bronx. C'était super. Avec Vas-y, je plaisir. te laisse faire ta petite conclue. Bam. Non, mais c'est simple. Retrouver dans la description les différents liens pour voir ce que fait Matt, ce que propose Matt, que ce soit en termes de contenu, en termes de service. Pour les personnes, les adeptes de la chaîne, vous commencez à connaître la chanson. Si vous voulez voir plus de choses exclusives, ça se trouve sur le Telegram. Et puis nous, on se retrouve de toute façon dans un nouveau podcast. Abonnez-vous, c'est important. Ouais, abonnez-vous, les amis. Il y en a pas beaucoup qui font du bon contenu réel, authentique, qui ont des vraies histoires. Donc, n'hésitez pas, allez-y. On clique sur le petit bouton s'abonner. Mais maintenant, moi, on fait un truc que j'aime bien faire sur mes podcasts. C'est-à-dire, on leur donne un nom de code qu'ils doivent mettre dans les commentaires. Comme ça prouve qu'ils sont allés jusqu'à la fin. Ok. On donne quoi? Let's get buried. C'est trop compliqué. Ouais, pardon. Trop compliqué. Beurriche. Je suis beurriche. Non, vas-y, on dit biscotte en mémoire à Toast. Toast est fixe. Voilà. Si tu nous regardes, il manquait un siège ici. C'était le tien, Toast. T'es là. Il va regarder le podcast. Il va regarder Il le va, podcast. bien sûr, bien sûr. Donc, Il va- biscotte dans les commentaires. Si Vous vous êtes mettez- allé jusqu'au bout de la vidéo, biscotte dans les commentaires. Merci à vous de nous avoir suivis.